belle robe vermeille, c'est un Bordeaux. Goûtez-moi ça. Je ne bois pas d'alcool, merci. Quelle drôle d'idée. Nous, il n'y a qu'un truc qui nous fait bander. C'est le Beaujolais. Vous les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. J'ai trouvé un goût de pomme. L'admirable cholestérol qu'on va se payer. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme. Bonjour à toutes et à tous, c'est Loïc Geoffrey de Vinstache et bienvenue pour ce nouvel épisode du Podstache. Oui, vous avez bien entendu, un nouvel épisode du Podstache en plein mois de juillet. Dans le dernier épisode, je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de nouvel épisode durant l'été. Eh bien, j'ai menti. Il se trouve qu'avec Charles, présentement ici, Charles, comment vas-tu ? Ça va très bien, salut Loïc, salut tout le monde. Eh bien, comme on s'était bien marré la dernière fois lors de notre dégustation à l'aveugle, on a décidé de vous faire un petit épisode hors série qui sera consacré à deux choses. Une première partie où on va faire des vins à l'aveugle, histoire de vous montrer que je suis une bille en dégustation, et une deuxième partie qui est consacrée aux questions auditeurs et auditrices que j'ai récoltées sur les différents réseaux sociaux. Allez vous abonner à mon Instagram, mon Twitter, etc. Puisque normalement, à la base, pour vous rappeler le concept du podcast, en temps normal, Charles sélectionne deux vins que nous vous présentons ensuite sur Vinstache la boutique. Le mois dernier, on était d'ailleurs sur le Saint-Joseph 2018 du domaine Farjon et le Blanc 2020 des Béates en Côte d'Aix-en-Provence. C'est toujours disponible sur vinstache.com. Avant de commencer à déguster, j'en profite quand même pour vous dire que ça y est, nous sommes enfin disponibles sur à peu près toutes les plateformes d'écoute disponibles, puisque nous sommes présents sur Ocha, sur Spotify, sur Deezer, sur Podcast Addict, sur Google Podcast et sur Apple Podcast. À propos de ce dernier, si vous aimez notre travail, ça serait super si vous pouviez aller nous lâcher des 5 étoiles ainsi que des avis positifs, ça nous aiderait énormément pour le référencement, ça serait tellement cool de votre part. Voilà, je crois que j'ai fini de faire ma partie influenceur / commercial / marketeur de base. Et maintenant, je te propose, Charles, qu'on passe au grand moment de dégustation à l'aveugle. C'est parti. Là, le nez ne trompe pas. Ça sent le taureau ici. Là, on sent le cuir et le sous-bois. Qu'est-ce que c'est que cette matière? Restez sur un pauillac. C'est de la merde. N'empêche que ça sent le taureau ici. Alors, pour vous expliquer les conditions dans lesquelles on va faire le principe de la dégustation à l'aveugle, comme je le disais dans le dernier épisode, c'est que à la dégustation à l'aveugle, vous êtes juste paumé. Il faut essayer d'aller piocher dans la mémoire olfactive, il faut essayer de piocher dans la mémoire de la dégustation. Donc, c'est un exercice très compliqué. Il y a de grandes chances que je dise que des bêtises. Mais voilà, l'idée, c'est de vous encourager un peu à sauter le pas et plutôt de vous montrer toute la réflexion qu'il va y avoir derrière pour essayer justement de trouver les vins sélectionnés. J'ai sélectionné 4 vins. Un blanc, 3 rouges. Ça, de toute façon, on est en train de boire dans des verres absolument transparents, donc c'est quelque chose qui sera visible. Par contre, pour le reste, je ferme les yeux et je ne veux même pas voir la forme de la bouteille qui pourrait me donner un indice. Je veux vraiment essayer de le faire dans les conditions optimales. Charles, je te propose... Je commence avec un blanc. Ouais, vas-y, je t'en prie. C'est parti ? Allez. Je me sers un peu pour voir si le vin est représentatif de ce que c'est à la base. Ouais. Et on peut y aller. C'est exactement ça. Ok, alors, là évidemment vous pouvez pas le voir parce qu'on est sur un format audio, mais on est sur un vin qui a quand même de la couleur, une couleur un peu dorée. Ce que je vois, c'est... donc déjà, d'instinct, je mettrais de côté, par exemple, le Riesling, qui donne souvent des vins assez transparents. Bien évidemment, ne me dit rien. Mais voilà, c'est vrai que la robe n'est pas forcément quelque chose que j'ai tendance à faire très régulièrement. Mais voilà, maintenant, au niveau du nez, qu'est-ce que ça donne ? C'est bon. Oh putain, qu'est-ce que c'est beau. Ouais. Il y a beaucoup d'amplitude au niveau du nez, je trouve déjà. Je trouve que l'aromatique est assez développée. On a un côté assez... forcément les fruits du verger, mais j'ai surtout un côté un peu fruits jaunes. Ouais, complètement d'accord. Un côté très pêche, en fait. Un côté très pêche, personnellement, qui ressort au niveau du nez. Ouais, peau de pêche même, tu vois. Donc j'ai un côté très pêche, aussi un côté assez floral. Maintenant, je vais passer à la bouche. Il y a de l'acidité. Il y a une très belle acidité. Il y a en même temps de la matière, quand même. Il faut reconnaître. On n'est pas, je pense... En fait, j'essaie de me faire la réflexion, mais acidité, oui, c'est sûr. Matière, oui, mais pas non plus des matières... ultra opulente, donc je mettrai de côté le côté vin blanc du sud, là, où j'ai plus l'habitude d'être sur quelque chose de peut-être un peu plus rond, et le fait qu'il y ait de l'acidité aussi me mènerait peut-être un peu plus au nord, mais avec des belles maturités. Il y a de la salinité aussi. Ça, c'est un côté très salin qui ressort. Donc, ce nez de pêche,
ce côté floral, cette matière qui me semble quand même, cette matière pas trop opulente, cette salinité, cette acidité et le fait que je sache que tu es un grand amoureux de l'Alsace, fait que j'aurais tendance à partir sur un millésime assez chaud en Alsace, à quelque chose comme 2019 par exemple. Et j'aurais plutôt tendance à partir sur l'Alsace et du coup j'ai dit que je dirais pas forcément Riesling parce que j'ai pas forcément ce côté hydrocarbure que je retrouve assez souvent sur les Riesling. Du coup, je dirais peut-être, je sais pas, quelque chose comme un Pinot blanc d'Alsace avec une belle maturité, quelque chose comme ça. C'est pas du tout ça. Et c'est un échec pour la team dégustation à moustache. Non, c'est... on peut dévoiler, c'est bon? Oui, bien sûr, là c'était... Alors non, c'est un Saint-Véran. Wow. Donc on est sur un Mâconnais, donc c'est le Clos de Rossan. Ok. Donc c'est 0,9 hectares en bio à Davaillé. Donc le Saint-Véran, c'est divisé en 2 parties. Ouais. Donc c'est la partie nord, la partie du village de Davaillé. Et donc voilà, c'est les vignes d'un ami qui sont vinifiées par l'école de Davaillé. Ouais. Et donc du coup, mon ami qui gère ça donne ses instructions de vinification et après il récupère les bouteilles et commercialise. Donc c'est vraiment c'est une micro-commercialisation. On fait les vendanges avec les copains et après voilà. C'est quelques grands restos et quelques cavistes et le tour est joué, quoi. Ok, bah tu vois, moi très honnêtement, le côté chardonnay, je l'avais pas du tout, quoi. Je suis passé totalement à travers. Alors c'est le côté chardonnay du Mâconnais qui est très étrange. Ouais. C'est vraiment un peu à part. Souvent, à l'aveugle, on partirait facilement sur des chenins, notamment sur des pouilly fussés. Et souvent, les pouilly fussés à l'aveugle, on hésite entre justement Mâconnais ou Savenière ou Chenin. Ah, tu veux dire cette belle maturité justement de Chenin. Et puis ce côté fruit à noyau qui vraiment rappelle beaucoup un peu les Riesling d'Alsace, un peu les Chenins aussi, quoi. Ouais. Mais après, ces 3 cépages dans certains terroirs qui ont un peu les mêmes caractéristiques parfois. Enfin, en termes de matière, d'équilibre, d'acidité et de puissance, etc., quoi. Donc voilà, moi je suis vraiment fan et millésime 2015. 2015 ouais. Ah. Oui, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de Clos de Rossan parce que je vais faire les vendanges quand je peux et comme c'est un grand ami qui fait ça, c'est vrai que je lui achète beaucoup. Puis la qualité est vraiment, vraiment au rendez-vous. Ah ouais, putain. Eh ben, je te remercie beaucoup, ravi d'avoir prouvé ma crasse incompétence et du coup, c'est moi maintenant qui va aller chercher mon blanc et qui va te le faire déguster. Yeah. Alors du coup, le nouveau blanc. Donc là, c'est Loïc qui essaye de me faire trouver. Couleur complètement différente par rapport au Saint-Véran d'avant. C'est beaucoup plus pâle, beaucoup plus... un peu terne, limite. Ouais. Alors moi, ça m'indique quasiment avec une grande certitude qu'il n'y a pas de bois. Voilà. Parce que celui d'avant, il y avait du bois, et on voit tout de suite quand il y a du bois, on a vraiment des reflets dorés. On gagne vraiment en couleur. Alors, profil aromatique, ultra différent de celui d'avant. C'est très herbacé, c'est très végétal noble. Peu de fruits, mais vraiment cette richesse de plantes qui est vraiment intéressante. C'est un peu fermé, mais on a quand même un peu d'expression. Alors, je pense qu'on est avec un cépage peu expressif, mais un cépage des cépages de structure. On a un vin, ça c'est un vin d'apéro, apéro, tapas, à boire entre amis au soleil bien froid, ça c'est génial, quoi. Alors il n'y a pas du tout de défaut, on sent que le vin est en maturité. Après c'est pas un vin très aromatique qui ira sur des homards ou des choses comme ça. Donc voilà, sur des huîtres par exemple, là on est très bon. Est-ce que tu veux lui laisser un peu de temps pour s'ouvrir peut-être ? Oui. Alors maintenant que le blanc a eu un peu d'ouverture, Charles, qu'est-ce que ça t'inspire ?
Alors déjà, par rapport à tout à l'heure, c'est complètement différent. On a un nez qui est beaucoup plus ouvert, on peut beaucoup plus en parler. Voilà, fin. Non, mais attends, je me reconcentre, etc. Je plaisante. Donc maintenant j'ai un peu de fruits. On est plutôt sur l'abricot frais, sur des notes un peu quetch. On est sur une base de fruits à noyaux, mais pas la pêche. Voilà. On a un peu les autres. Mirabelle, mais toujours mêlé avec un côté herbacé. Après, en bouche, on a une petite amertume. Toujours ce fruit bien présent. Et une acidité qui n'est pas trop marquée. Du coup, ça me donne quand même une idée d'un cépage, le Pinot Blanc en Alsace. Ok. Parce que c'est un cépage qui est rond, qui donne ses arômes un peu mirabelle et végétal en même temps. Donc voilà. Je partirais sur un Pinot Blanc d'Alsace. Ouais. C'est ce que ça m'inspire. Ok. Est-ce qu'on révèle ? On révèle. Eh bien, je t'ai fait, je dois me reconnaître, un peu un coup de pute, il faut bien le dire. Et tu vas comprendre pourquoi, alors que je révèle. C'est un Klemner d'Heiligenstein. Ouh là là. Ouais, j'y ai pensé aussi. Alors, un coup de pute, entre guillemets, oui et non, parce que le vin est absolument dingue, mais un coup de pute parce que c'est un vin que tu vendais dans ton bar à vin. C'est vrai. Et que tu connais très bien. Alors écoute, la piste Étienne, parle-nous un peu du domaine de l'écu et de la cuvée Orthonnaise. 2019, si je dis pas de bêtises. 2018. Orthonnaise 2018 du domaine de l'écu. Donc c'est un vin en biodynamie qui est fait par Fred Niger, donc domaine de l'écu. Fred a racheté le domaine de l'écu au début des années 2010 à Monsieur Bossard. Et pour préciser, on est en muscadet. Oui, c'est un muscadet. C'est ça qu'on a au muscadet Sévrémen. Et voilà, donc un 100% melon de Bourgogne, ou muscadet, comme on dit. Voilà. Du coup, Orthonnaise, c'est une de ces cuvées où il fait un assemblage de tous ces sols d'Orthonnaise. Voilà. Du coup, il a à côté des vins qui s'appellent Agnès et des vins qui s'appellent Granit. Donc voilà, tous ces assemblages de terroirs sont vraiment hyper intéressants. Puis c'est un rapport qualité-prix qui est génial, quoi. Ouais, c'est des qui se négocient autour de 18 balles, je crois, celle-là. Ouais, il faudra que je regarde les prix en ce moment, là, mais c'est entre 15 et 18, sûrement, chez un caviste. Et en fait, moi, si je voulais te présenter cette cuvée, c'est parce que c'est la cuvée qui m'a réconcilié avec le muscadet. Ah bah, moi aussi, c'est ce qui m'a fait découvrir le muscadet, moi, il y a 15 ans, quoi. Parce que, en fait, je détestais le muscadet. Quand tu prends les muscadets de supermarché, ça pète sur les agrumes, c'est absolument dégueulasse. L'acidité prédomine, enfin, tu te dis, ils n'ont pas de terroir, ils n'ont rien. Et puis, voilà, j'étais resté hyper braqué sur le muscadet. Dès qu'on parlait muscadet, j'étais là, non, ça m'intéresse pas, c'est nul, c'est naze, etc. Et puis, je suis venu dans ton bar à vin et tu m'as fait découvrir ça. Je trouve qu'il y a quand même, pour un terroir qui n'est pas forcément réputé pour son côté acidité, je trouve qu'il y a une belle acidité, je trouve qu'il y a de la minéralité. Je trouve qu'on a ce côté un peu eau de ruisseau quand on goûte. Je trouve qu'on n'a pas ce côté prédominant des mauvais agrumes qu'on peut retrouver justement sur les melons / muscadet. Je trouve que c'est un vrai beau vin et à l'aveugle, honnêtement, tu le fais à des amis. Faut très bien connaître le muscadet pour trouver ça. J'y ai pensé au muscadet. Ce que j'ai éliminé le muscadet, c'était l'acidité. On est vraiment sur un vin qui a vraiment une faible acidité. Ouais. Donc je pensais vraiment pas que ça pouvait être un muscadet à cause de ça. Je savais que c'était un vin qui viendrait sûrement du nord de la France, mais justement cette faible acidité m'a fait partir plutôt sur un pinot blanc parce que c'est un cépage qui se plaît au nord de la France, mais avec une faible acidité. Et là, ça commence en plus. Là, je suis en train de le. Non, mais c'est super bon. C'est quand ça est sur les pointes mielées, sur tout ça. C'est encore beaucoup trop jeune. Ça goûte bien aujourd'hui, mais bon, c'est des vins à préparer, il faut les carafer. C'est une demi-heure dans le verre, ça commence à s'ouvrir. C'est des vins qui peuvent se garder mais des dizaines d'années sans problème. Moi, je sais plus ce que j'ai en cave, mais je dois avoir des 2005, des 2008, choses comme ça. Et c'est des vins que je garde 20 ans, parce qu'au bout de 20 ans, c'est quand même vraiment incroyable.
Et bah top, on va passer maintenant à la dégustation des vins rouges, où j'ai sélectionné 2 vins rouges et tu as sélectionné 2 vins rouges, et puis on va essayer de trouver tout ça et voir si on est meilleur sur les rouges que sur les blancs. C'est parti. Le mec, pourquoi il est en France? Pourquoi? Je vais te le dire, mon pote, parce qu'en France, on bouffe bien puis qu'on boit bien. C'est sûr, un bon couscous, un bon site d'Ibrahim, je te dis que ça, mon frère. Alors, nous sommes de retour pour le premier vin rouge que Charles me présente et qui vient de me servir à l'instant. Et Charles, est-ce que c'est représentatif de ce que cela doit être? Oui, c'est représentatif de ce que ça doit être. C'est bon. Au niveau de la robe, on est quand même sur un vin où la robe, c'est pas la robe la plus opulente que j'ai pu voir dans ma carrière de dégustation, puisque je peux presque voir le doigt à travers. Donc voilà, si ça peut donner un peu des idées sur... comment dire ? En général, quand j'arrive à voir mon doigt à travers, je pars sur la Bourgogne, et si j'arrive pas à voir, je pars sur le Bordelais. Là, on est à peu près sur le milieu. On peut voir un côté un peu tuile sur les côtés, donc j'aurais peut-être tendance à penser au niveau de la robe que le vin a un peu d'âge. Mais voilà, c'est les simples indications que me donne la robe. Et maintenant, je vais mettre mon petit nez dedans. Au premier nez, j'ai un côté assez herbacé qui ressort. J'ai vraiment ce côté très herbacé qui ressort. Mais en même temps, j'ai une maturité de fruits, mais de fruits un peu plus rouge bien mûr, voire un peu prune, qui apparaît. Je vais pas mentir, là, d'instinct, j'étais en déplacement dans le Bordelais ces derniers temps, et c'est vrai que d'instinct, par rapport au nez, j'aurais tendance à partir peut-être sur le Bordelais, au niveau du nez. Mais ça, c'est parce que justement, ce côté un peu herbacé qu'on peut retrouver sur les cabernets, ce côté justement fruits rouges bien mûrs, voire un peu prunes, c'est le genre de choses qui me fait penser, là, comme ça, d'instinct plutôt sur le Bordelais. J'ai pas forcément ce côté élevage bois pourtant, alors que dans le Bordelais, c'est quand même assez répandu. Donc j'avoue, ça me fait aussi un peu me poser la question, est-ce que je suis vraiment sur le Bordelais ? La robe est pas si épaisse que ça. Voilà, là je suis dans la réflexion et je vais donc embrayer avec la bouche. Il y a de l'acidité. Donc, des cépages avec des acidités, en rouge, je pense forcément d'instinct au cabernet, parce que les cabernets sont quand même vraiment des cépages qui sont bâtis sur l'acidité. C'est d'ailleurs ce qui fait que les très vieux Bordeaux, les grands Bordeaux vieillissent bien, parce que justement, ils ont la chance d'avoir des cépages avec une très très belle acidité. Il y a tellement de... J'hésitais en fait un peu dans ma tête avec le grenache, parce que très souvent, je me suis rendu compte, il n'y a pas longtemps, j'étais chez une copine qui m'a fait une dégustation à l'aveugle, et j'étais parti plutôt sur du grenache, alors que c'était du Bordeaux justement. Mais je trouve qu'il y a un peu trop d'acidité pour le grenache. J'aurais tendance à partir plutôt sur la bouche a plutôt tendance à confirmer la réflexion que j'ai eue au niveau du nez sur ce côté herbacé, sur ce côté fruits noirs. Il y a de l'acidité, il y a un côté très poivre blanc en même temps. Très très poivre blanc, et un côté en même temps aussi un peu silex, qui fait que j'ai envie de penser, ça me fait un peu penser au Château Auberger, la cuvée Paul, que tu m'as fait découvrir justement, où j'avais énormément ce côté poivre blanc, ce côté herbacé. J'aurais tendance peut-être à penser à des cabernets sur des sols de Grave avec moins d'extraction, où on essaye d'aller plus sur le fruit, un Bordeaux un peu nouvelle école, j'aurais tendance à penser. Donc voilà, je partirai sur un Bordeaux nouvelle école. Et voilà, Charles, est-ce que j'ai dit des bêtises ? Oui. C'est pas du tout ça, mais en fait, ta réflexion est intéressante. Hein. Mais non, t'as dit Grenache, donc c'est une dominante de Grenache, on est sur un Côte-du-Rhône. On est sur un Côte-du-Rhône, ok. Voilà, du domaine Santaduc. Ah oui, le domaine Santaduc. Donc on est vers Châteauneuf-du-Pape. Voilà, vers Châteauneuf-du-Pape, vers Gigondas-Vaqueras. Et du coup, on est sur le vieille vigne de Côte-du-Rhône sur le millésime 2017. Sur le millésime 2017. Donc un Côte-du-Rhône qui a déjà 3 ans de bouteille, c'est assez déroutant. Ouais. Alors après, vieille vigne, moi je les garde parce que j'aime bien garder les vins. Mais ça, en termes de qualité, quand on l'a la première année de la mise en bouteille, c'est bon, il n'y a pas de souci, etc. En revanche, quand on le fait vieillir 3-4 ans, ça prend un level de plus en termes de qualité. Et mine de rien, quand il y a des Côtes-du-Rhône pas trop chères à ces niveaux-là,
t'es content au bout de 3-4 ans de te dire bon je me fais une petite bouteille et d'avoir ce niveau là dans le verre. Ah bah carrément, moi je te dis je serais parti, là je parlais par exemple de Château Auberger, c'est un vin qu'on retrouve en Pessac-Léognan, tu vois à l'aveugle, je serais peut-être parti sur un Pessac un peu vieilli avec donc là on est 2 à 3 fois moins cher. Mais c'est fou qu'ils arrivent à avoir autant d'acidité parce qu'en plus Santadu qui sont principalement je suppose Châteauneuf-du-Pape, donc beaucoup de galets roulés. Non, pas là-dessus. Ouais. Là, t'es plutôt entre Kéran et Kéran-Vaqueras. T'es plutôt sur des sols alluvionnaires. D'accord. Voilà. Mais après, c'est l'assemblage aussi qui joue. Hein. Il y a la Grenache, on le sent avec ce côté un peu chaleureux. Mais derrière, il y a des cépages améliorateurs, entre guillemets, qui vont justement apporter cette fraîcheur et ce végétal. Ah ouais, non, franchement, là, je reconnais à l'aveugle. Je te dis, pour moi, c'était vraiment un nez de Bordeaux, quoi, tu vois, un nez de Bordeaux, nouvelle école, comme je disais, avec des belles acidités, avec un fruit, des choses comme ça. Je me suis fait avoir une nouvelle fois. Mais voilà, je pense que le plus important et qu'on veut essayer de vous démontrer, et ça sera un peu le mantra de cet épisode, c'est que l'important, c'est pas forcément de trouver, c'est plutôt la réflexion qui mène à tout ça. Et voilà, donc la famille Gras, les vieilles vignes, Côtes-du-Rhône 2017. C'est une qui se touche autour de combien ? Chez un caviste, c'est aux alentours des 12 €, je dirais. Ah ouais, c'est hyper honnête ça. Ah oui, c'est hyper honnête, ouais. Surtout sur un millésime comme 2017, qui n'est pas forcément le plus grand millésime qu'il y a eu la vallée du Rhône. Non, mais c'est super. Et puis même, ils ont un vin de pays avant, donc aux alentours des 9 € chez un caviste, qui est vraiment top aussi, quoi. C'est un deuxième échec pour l'équipe moustache. C'est une réflexion intéressante parce que vraiment le végétal du vin là peut vraiment rappeler des Cab Francs ou des Cab Sauvignon. Et la qualité de la maturité peut être trompeur. Et puis voilà, le côté vieillissement qui a vraiment mis en place le vin. C'est ça. Après, il n'y a pas de bois. Donc du coup, c'est aussi ça qui peut orienter sur d'autres styles que des gros Bordeaux bodybuildés. Ah, mais c'est pour ça que je te disais Bordeaux Nouvelle École, justement, où je pensais au berger, où justement ils font des élevages en cuvinox pour laisser le fruit. C'est sûr que voilà, il n'y avait pas ce côté boisé. Ouais, mais c'était la réflexion était intelligente. Après, ça arrive. Et puis c'est vrai que on n'a pas l'habitude de goûter souvent aussi des petits Côtes-du-Rhône avec 3 ans de bouteille. Et ça change beaucoup de choses. Donc du coup, on est un peu perturbé par rapport à ça. Mais en tout cas, je te félicite pour l'air stoïque que tu as gardé, comme si tu étais là à me regarder en disant pas mal, il avance bien, il est pas mal. Et non. Et du coup, c'est moi qui vais présenter mon premier vin rouge et je vais le chercher de ce pas. Allez, de retour pour le premier vin. Eh bien, comme dirait Bastien de Trash Talk, The Dance Floor is yours. Je t'en prie, Charles, régale-nous. Une couleur un peu moins soutenue que le vin d'avant. Alors voilà, on voit un petit peu mieux le doigt au fond du verre. Bon, après, c'est assez... ça se joue pas à grand-chose, mais quand même. Là, c'est ultra fruité. On a ce côté un peu bonbon, limite. C'est hyper gourmand, ça me rappelle des souvenirs d'enfance, limite un peu harlequin ou pas fraise tagada pour le coup parce que c'est un arôme qui est souvent présent mais je l'ai pas là du tout. Mais ça me rappelle vraiment un peu mon enfance, vacances, bonbons, etc. Ouais, harlequin, c'est bien ça. Ouais. J'ai bien ça. Alors c'est bon, hein. C'est pas du tout péjoratif quand je dis des choses comme ça. C'est juste oui, parce que des fois, rappelle des souvenirs. Quand on dit le côté bonbon harlequin, ça peut faire penser au rosé justement. On n'est pas du tout sur ce style d'arôme. Voilà, on n'est pas sur les rosés levurés où justement où c'est la levure qui va apporter l'arôme de bonbon harlequin. Là, je suis quand même parti sur une sélection plutôt qualitative. Hein, j'allais pas te présenter des drouilles. J'ai fait pareil. Et non, en fait, c'est un vin issu de la sélection Fort au vin de Lidl que nous avons payé 2,50. Alors, c'est hyper léger. On a une bonne matière, mais c'est un vin qui est goulayant, qui est vraiment facile à boire. Donc, en gros, il n'y a pas beaucoup de... C'est un vin qui est assez fluide, pas beaucoup d'alcool, facile à boire. Alors, moi, j'adore ce genre de vin à cette température, surtout à cette au période. mois de juillet, quoi. C'est vraiment idéal. Là, c'est un vin à salade, ça. Ouais. Là, tu te poses en terrasse, une bonne salade composée, et c'est parti, quoi.
C'est assez dur. Je trouve qu'il n'y a pas... il n'y a pas quelque chose qui marque vraiment le vin et où on puisse dire c'est ça. C'est un vin où le terroir s'exprime quand même un peu. Où j'arrive pas trop à voir si y a un cépage ou des cépages. Alors, du coup, c'est un vin qui est super bien fait parce que si le terroir s'exprime, ça veut dire que le vin est plutôt bien fait. Mais c'est un peu déroutant. Là, c'est vraiment un vin où je vais mettre un peu de temps avant de me décider vraiment. Je vais vraiment éliminer rapidement des choses. Ouais. Ça veut dire que là, par exemple, j'élimine la Syrah instantanément, c'est le premier truc, limite. Oui. Voilà. J'élimine la Syrah, j'élimine même Cabernet Sauvignon, j'élimine le Merlot quand même. Voilà, des choses comme ça, ou les tanates, ou tous les cépages entre guillemets teinturiers, donc des cépages qui donnent beaucoup de couleur et beaucoup de puissance. Donc voilà, là, je me concentrerai plus sur des styles, donc Pinot Noir, Gamay, Mondeuse, ou des cépages un peu type persan, enfin des cépages un peu à part. Ouais. Mais bon, ou Trousseau du Jura, mais là je pense pas. Donc voilà, et puis dans ma tête aussi j'ai le Cinsault, donc du coup voilà. Donc j'essaye maintenant de réfléchir à est-ce que justement c'est un Gamay, est-ce que c'est un Pinot, est-ce que c'est un Cinsault, est-ce que c'est un assemblage. C'est pas facile. Bon, je vais quand même dire un Pinot Noir du côté de Mercurey. Ok. Pinot Noir de la côte chalonnaise, pas d'élevage en barrique, assez récent, 2019 ou 2018. Ok. Je dirais plutôt 19 en vue du millésime. Eh bah, je vais récupérer la bouteille et je vais révéler devant toi. Vas-y. Eh bien, grâce à ce magnifique petit bruit de papier aluminium, Charles fait des grands yeux. Nous étions en coteau du Vendômois. Nous étions sur un Pinot, mais pas sur un Pinot Noir, mais sur un Pinot Donis. Ah ouais, Est-ce que c'est un cépage déjà que tu connais Oui, tu connais, mais que tu as eu l'occasion de déguster. Ah oui, puis à plusieurs reprises. C'est un classique de la dégustation à l'aveugle. J'aurais pu y penser, mais non, je suis pas allé si loin que ça. Quand tu commences à parler vin du Nord, j'ai pensé au persan, mais j'ai pas pensé au coteau du Vendômois. Alors, pour vous parler du vin, donc c'est le coteau du Vendômois du domaine Émilien Collin, qui est un domaine que j'avais dégusté en fait lorsque j'étais allé sur le salon du Vert Coquin, qui était un caviste lyonnais et qui avait fait une super sélection de vins. Et j'étais venu à leur stand et franchement, je m'étais pris une jolie claque de dégustation parce que c'est des vins que vous pouvez taper autour d'une quinzaine d'euros à peu près. Et je trouve que y a une belle acidité, il y a de la matière, il y a du fruit. C'est vraiment le vin que, tu vois, comme tu disais, qu'on peut envoyer avec des salades, ce genre de choses. On est sur un domaine qui est absolument en bio et on est sur un cépage en fait qui a eu une très mauvaise réputation, un peu à l'instar du Gamay, parce qu'il avait parfois un côté un peu rustique et que dans les années 60-70, il pouvait avoir de gros rendements. Donc forcément, la viticulture de l'époque étant passée au côté tout chimie, on se retrouvait avec des vins justement un peu insipides et sans âme, comme ce qui a pu se passer sur certains Gamay du Beaujolais, il faut savoir se regarder en face. Et du coup, je trouve que c'est un peu un cépage injustement dénigré qui j'espère va faire son retour, parce que je trouve qu'on peut vraiment faire de très jolies choses avec. Et voilà, c'est pour ça que j'avais envie de parler de ce vin qui fut un coup de cœur de dégustation il y a à peu près 1 an et demi, je crois, c'était avant la pandémie. Et voilà, j'avais envie de te le présenter. On est sur un cépage, moi je trouve, qui s'exprime quand même pas mal sur le côté épicé, qui me rappelle un peu la Mondeuse, tu vois. Oui. Alors, pour préciser, Pinot Donis, l'orthographe, c'est P-I-N-E-A-U. Tandis que Pinot Noir, c'est P-I-N-O-T. Oui. Donc du coup, c'est pas, on peut pas les comparer. Ah non. Enfin, on peut les comparer. C'est pas la même famille en termes d'ADN. Mais on n'est pas du tout proche du Pinot Noir en termes d'ADN. Ah ça. Non. D'ailleurs, on est sur un cépage autochtone qui. Oui. Donc non. C'est un cépage qui est connu pour être vraiment poivré. Ouais. Voilà. C'est un peu sa marque. C'est un peu ce que j'ai pas retrouvé beaucoup. Donc du coup, j'ai pas eu l'idée de ça. Donc voilà. Mais super vin. Mais ça arrive. Super vin, super frais, plein de fruits, j'adore. Et bien maintenant, on va passer au deuxième vin rouge de Charles. Eh ben, on est reparti pour un tour. Alors, donc, nous sommes de retour pour le deuxième vin. Alors, qu'est-ce que je vois ? Eh ben, je vois un vin
Je vois un vin, je vois, c'est déjà pas mal, hein. Je vois un vin, c'est déjà un bon début, ça veut dire que je ne suis pas encore aveugle, donc ça veut dire que le vin n'a pas été coupé à l'alcool de contrebande, si j'arrive encore à voir. La robe est quand même plutôt légère. La robe est plutôt légère. On est un peu plus profond que celui que tu m'avais mis juste avant, le fameux Côte-du-Rhône que je pensais être un Bordeaux. Mais j'arrive quand même un peu à voir mon doigt à travers. En termes de couleur, on est sur un rouge assez rubis, donc j'aurais tendance à partir sur un vin plutôt jaune. Je verrais par rapport à la robe quelque chose d'un peu d'un peu plus jeune que ce que tu m'avais servi tout à l'heure sur le côté 2017. Voilà, ça c'est purement sur la robe. Donc voilà. Maintenant, je vais mettre mon petit nez dedans et essayer de fureter des arômes. Alors là, j'ai le fruit. J'ai vraiment le fruit qui apparaît. J'ai le côté très cerise, en fait. J'ai un côté très cerise, pas forcément les cerises acidulées, mais les cerises, vous savez, avec un peu de sucrosité et de la rondeur. Voilà, déjà, ça, j'ai ce côté très très charmeur du fruit rouge qui arrive au niveau du nez. J'en profite un peu pour aérer au niveau du verre, parce que forcément Charles vient de l'ouvrir il y a à peine 5 minutes, donc le vin a besoin de se faire et de prendre un peu. Pour l'instant, j'ai un côté un peu unidimensionnel qui arrive, j'ai surtout ce côté fruité qui arrive, donc pour l'instant je suis sur quelque chose, je trouve, peut-être que le vin a besoin de s'ouvrir, mais pour l'instant je suis sur quelque chose que je trouve relativement simple en termes de profondeur. Beaucoup de rondeur en bouche, vraiment, j'ai ce côté, c'est du velours. Voilà, franchement, c'est velouté, c'est du velours. Un peu de concentration aussi, parce que le fruit est quand même bien expressif. L'alcool est assez marqué, je trouve, mais pas forcément dans le côté négatif, mais je trouve qu'il y a ce petit fouet de l'alcool que j'aime beaucoup, avec cette rondeur, cette concentration. On a quand même de la matière, mais je trouve qu'il y a un super équilibre. Vraiment, je suis impressionné par l'équilibre de ce vin. Je pense que je vais lui laisser un tout petit peu de temps pour s'ouvrir, parce que j'aimerais bien trouver, en fait, un peu, comme il a été ouvert il y a 10 minutes, j'aimerais bien essayer de trouver un marqueur un peu plus important que ce côté cerise burla, parce que avec un vin rouge qui s'exprime sur un côté fruit rouge, avec du velours et une belle concentration et en même temps un très bel équilibre, il y en a quand même quelques-uns, donc j'aimerais bien essayer de lui donner un peu de temps pour qu'il s'ouvre et pour aller chercher un peu de quelque chose d'un peu plus profond. Pardon. Donc on s'est laissé un peu de temps pour le deuxième vin de Charles, parce que je dois reconnaître que, comme je vous disais au début, j'avais le côté un peu trop unidimensionnel. Là, ne serait-ce qu'en un quart d'heure, le vin, c'est quand même déjà bien ouvert. Et en fait, j'ai un côté très musc et un peu gibier qui commence à apparaître, qui fait que justement, là, je me pose des questions, parce que pour moi, le côté musqué et un peu giboyeux, c'est quelque chose que j'ai tendance à assimiler assez rapidement au vin de la vallée du Rhône Sud. Seulement, tu m'as déjà mis un Côte-du-Rhône, et du coup, je me dis, est-ce qu'il ne va pas essayer d'aller sur d'autres choses ? Donc voilà, c'est un peu... moi, j'ai ce côté un peu justement giboyeux, un peu cuir, un peu muscle qui apparaît, donc avec le fruit rouge. Donc, je me pose des questions. Là, d'instinct, je serais peut-être reparti sur vallée du Rhône Sud, parce que justement, comme je disais, c'est concentré, c'est du velours, donc... j'aurais pu voir par exemple le Grenache, mais comme tu m'as déjà mis avant un vin de la vallée du Rhône Sud, je suis flou, je suis dans le doute, je me pose des questions, voilà, que faire ? Je vais lui donner encore un peu de temps pour s'aérer. En même temps, il y a un côté herbacé, là encore, c'était des notes aussi un peu poivrées. C'est pas facile, hein. Putain, franchement. Il y a de la structure tannique quand même. Oui. Mais du fait que le vin est un peu froid, en général, ça a tendance à assouplir les tanins. Donc, je n'avais pas forcément ce côté très tannique en bouche au début. Mais là, j'ai un peu moins ce côté velours pour aller un peu plus sur la structure. Oh putain, que je galère. Écoute, si je devais essayer de me positionner, ce qui n'est pas évident, on a déjà été en vallée du Rhône Sud. Donc, je me dis que tu n'es peut-être pas forcément reparti là-dessus, mais j'ai quand même cette intuition qu'il y a de la... Enfin, de toute façon, mon intuition, pour l'instant, à chaque fois, elle a été nulle. Mais j'ai quand même je trouve que ce côté velouté, ce côté un peu de structure tannique, mais pas trop, il y a quand même une pointe d'acidité, il y a de la rondeur.
je me dis, pourquoi pas quelque chose dans le Roussillon. Roussillon ou Provence, peut-être des terroirs avec un peu plus d'altitude ou avec des élevages en barrique, mais peut-être des élevages en barrique un peu plus... pas forcément sur de la barrique de 225 à la bordelaise, mais sur des élevages en 400 litres. Oui, j'essaie de faire mon malin, mais je vais me gourer. Mais sur quelque chose où on veut quand même essayer de laisser une expression du fruit. Donc ouais, je partirais peut-être sur j'hésite entre un Côte du Roussillon, avec une dominante grenache, mais avec quand même un peu de cinsault pour le fruit de l'acidité. Je sais pas, un assemblage, un fameux... un assemblage grenache... Grenache Syrah, je sais pas. Fait chier, tiens. Allez, je vais quand même dire un assemblage du Roussillon ou avec des grands comptes dans barrique. Vas-y, régale-moi, on était où? T'es proche. Wow! Est-ce que l'équipe moustache va enfin marquer son premier point? Ouais, on voit, t'as pas marqué ton point parce que t'as pas trouvé, mais t'es à 0,9 quand même sur 10, sur 1 quoi. Allez. Voilà. Assemblage Grenache Syrah Carignan. Ouais, ma gueule, on n'est pas loin. On est sur Priorat en Espagne. Wouh! Donc c'est pas très loin et c'est les mêmes. C'était de l'autre côté des Pyrénées. C'est les mêmes styles, donc du coup on a exposition entre guillemets face à la mer Méditerranée. Ouais. Sur des assemblages, machin. Vous le voyez pas, mais là je suis en train de daber. Voilà, c'est ça. Donc, j'adore le Priorat. Je suis super content, j'adore cette appellation. Ça c'est l'Infernal. Un petit bisou à mon copain Léo qui gère le domaine. Ouais. Et qui. Donc c'est la cuvée Ryu, donc c'est la cuvée assemblage du domaine. Ouais. Donc un tiers des cépages de chaque. Donc un tiers Grenache, un tiers Syrah, un tiers Carignan. Voilà, après, le domaine fait d'autres cuvées un peu plus haut de gamme. Et voilà. Priorat, donc on est en Catalogne. Et on est sur l'appellation un peu reine de la Catalogne. On est au sud de la Catalogne. La Catalogne. On est au sud de la Catalogne, vers la ville de Tarragone. Ouais. Alors, l'Infernal, il y a une petite histoire quand même, il faut que je la raconte. Si, je t'en prie, on est là pour ça. On est sur un des 3 domaines d'Europe les plus pentus. D'accord. Alors, allez voir sur Internet les photos. C'est incroyable. Et du coup, leur domaine est sur cette falaise, en fait. Donc ça doit être que de la vendange manuelle. Enfin, rien n'est mécanisable. Alors, si c'est sur les pentes les plus... Rien n'est mécanisable, ça c'est sûr. Mm-hmm. Et surtout, les vendanges, ils se font sangler. Non. Si, c'est limite de l'escalade à ce niveau-là. Il y a certaines parcelles, c'est la folie. C'est la folie, c'est ça. Allez voir, ça vaut le coup d'œil. Et c'est pour ça que j'ai mis cette bouteille, c'était pour en parler, parce que ce vin aussi me tient à cœur. Parce que déjà c'est un copain, et deuxièmement parce que je trouve que le travail est incroyable et qu'on est sur un super vin. Et top. Je suis très content j'étais de l'autre côté des Pyrénées, donc je suis content, j'ai pas trop dit de conneries pour une fois, et ça fait que c'est bon, l'honneur et la légitimité de le vin stage est sauvé. Ah, complètement, pas de problème, ne t'inquiète pas. Bon, et quant à moi, je vais aller chercher mon deuxième vin. Alors, le nez pour moi est un peu fermé. Ok. On va attendre un peu dans le verre, mais je vais essayer de l'analyser en même temps. Mm-hmm. Pour moi, on a un côté sous-bois épice. Donc ça m'indique quand même que on est sur un vin assez puissant dans l'idée. Mm-hmm. On s'attend à une bouche puissante. Ouais. Et déjà, on s'attend à un vin qui va s'accorder facilement avec des viandes poivrées, quoi. Enfin, style une entrecôte poivre. Au niveau de la bouche, qu'est-ce que ça donne? Alors, beaucoup d'alcool, mais un alcool intégré. Donc, il y a un profil aromatique qui se rapproche quand même des vins qu'on a bu avant. Donc, du coup, je dirais quand même très rapidement Grenache. Alors, c'est la magie de la dégustation à l'aveugle. On se dit rien avant, donc du coup, si on a les mêmes choses, voilà. Moi, je partirais quand même vraiment bien sur un Grenache du sud de la France, quoi. Tu veux lui donner un peu de temps pour s'ouvrir ? Plutôt, ouais, si tu veux. Ouais. On a laissé un peu de temps à mon deuxième vin rouge pour s'ouvrir, et là, déjà, ça te parle plus. Ouais, ça me parle plus. Alors là, il y a un côté fourrure qui est arrivé. Vraiment le côté fourrure du manteau. Enfin, quand vous prenez une fourrure...
Vive les phoques et tout, hein. Mais oui, l'époque des pots de renard, l'époque des pots de renard, des choses comme ça. Les années 70 voilà. où Voilà. vous allez dans une friperie, vous tombez sur un vieux manteau des années 70. C'est ça. Et ben, ça sent ça. Ça sent un peu ce côté fourrure. Mais agréable, hein, on est d'accord. Agréable, attention. On n'est pas sur le côté renard ouais. trempé. Hein. Non, quand je dis fourrure, c'est positif. Après, j'utiliserai d'autres adjectifs ou mots pour caractériser des défauts de fourrure. Ouais. Là, il est pile poil à température en plus. Ouais, il est pile poil à température. Moi, alors, il y a cette fourrure qui s'exprime. Maintenant, il y a vraiment le fruit qui s'exprime. On est vraiment sur le côté cerise, là, pour moi. Hein. Ouais. C'est... plus que tout à l'heure, on était plus sur des fruits noirs. Là, le côté un peu cerise framboise s'exprime plus. Alors c'est l'ouverture qui fait ça, c'est sûr. Hein, la framboise souvent c'est l'ouverture, mais voilà, c'est le vin a complètement changé. Alors on sent un vin puissant, mais bien puissant. C'est pas les tanins qui vont apporter la puissance, c'est vraiment la structure du vin. On a des tanins qui sont vraiment, ils sont pas veloutés. Mais ils sont doux, ils caressent vraiment le palais. C'est vraiment cette aromatique qui est puissant, c'est l'alcool qui apporte ça, qui permet au vin de rester en bouche pendant longtemps. Aromatiquement, on est vraiment sur le côté fruit noir, un peu végétal. Alors là, le végétal pour moi c'est de la vendange entière. Ça veut dire que le vigneron il a décidé de garder la rafle du vin. Est-ce que c'est un monocépage ? Je dirais oui pour le moment. Est-ce que c'est un assemblage ? C'est possible. Donc je vais continuer la dégustation. Oh, mon cœur balance vraiment. Mon cœur balance vraiment. J'ai plein d'idées. Balance. Et j'essaye d'éliminer tout plein d'idées parce que on a de la puissance, mais on n'a pas une structure. Bon, déjà, j'élimine aussi un peu une dominante de Syrah, par exemple, parce qu'on n'a pas une mâche de Syrah. Voilà. Donc du coup, c'est pour, voilà, je pense notamment au Grenache, au Barbera, un peu au Malbec aussi, mais voilà. Un peu le Carignan aussi, mine de rien. Eh ben, je vais me lancer. Eh ben, allez. Je vais dire que c'est un Barbera d'Italie. Un Barbera d'Italie, ouais. Très bien. Eh ben, je vais le montrer. Ça ressemble beaucoup à ça, un Barbera d'Italie. Donc du coup, je me dis que ça doit être... je me trompe sûrement, mais au moins je me suis lancé. Eh ben, on est parti pour de l'ASMR aluminium. Est-ce que tu connais ce domaine ? Le Mas des Chimères. Eh ouais. Terrasse du Larzac. Est-ce que tu connais le Mas des Chimères ? Oui, je connais le Mas des Chimères. Mas des Chimères, nous sommes donc en terrasse du Larzac avec malgré tout une dominante de Syrah, mais c'est vrai, je dois reconnaître. Ouais, 48% de Syrah. Je vais prendre la petite fiche technique que j'ai imprimée. On est sur 48% de Syrah, 22% de Mourvèdre, 20% de Grenache, 10% de Carignan Counoise. Donc ouais, effectivement, comme tu disais, on était vraiment sur une partie assemblage. Hygrappé, par contre, pour le coup, mais je comprends. Il n'y a pas de vendange entière. C'est très étonnant. Je suis aussi surpris parce que j'avais ce côté très herbacé aussi qui me faisait penser à de la vendange entière. Et je dois reconnaître qu'au niveau de ta réflexion, j'étais d'accord avec tes dires. Un côté poivre blanc, moi personnellement, qui ressortait pas mal. On est en fait sur un domaine que je trouve absolument fascinant, qui est tout en bio. D'ailleurs, je crois que la quasi-totalité de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui était en bio. En fait, il faut savoir que les terrasses du Larzac, c'est une appellation qui fonctionne un peu en cirque. Et il y a une partie plus haute, qui est plus fraîche, notamment vers la partie du Salagou. Et c'est là où sont, vers le fameux lac du Salagou. Si vous y êtes déjà allé, c'est un lac entouré de terre un peu rougeâtre. On a l'impression d'être sur du... je sais plus comment ils l'appellent, c'est les plateaux basaltiques. Voilà, sur des sols basaltiques. Le basalte, c'est le volcan. Voilà. En gros. Pour faire court. Et c'est un domaine que j'adore. Ils étaient en polyculture avant, ils étaient en cave coopérative, ils sont sortis du système pour vinifier seuls. C'est tenu par, que je retrouve le petit nom, la famille Dardet. Et j'avais rencontré le propriétaire, que j'adore, on dirait, et je le dis avec beaucoup, un côté très amical, mais le côté un peu agriculteur à l'ancienne, avec une moustache comme moi, quoi. Et un mec qui fait des vins absolument formidables. Et voilà, je suis ravi de présenter ce domaine que j'adore et avec lequel j'aimerais beaucoup travailler avec eux. Je sais qu'ils ont assez peu de volume parce que c'est un domaine qui est très prisé dans les terrasses du Larzac. Mais on était sur la cuvée, donc Nuit Grave 2018.
Et voilà, super domaine si vous avez l'occasion de goûter le Mas des Chimères, franchement. Voilà, on est en bio, on est vraiment sur un domaine paysan. Alors paysan pour moi c'est un... Au sens noble du terme, on le répète, on n'est pas là pour être désagréable. C'est vraiment un vin d'homme. C'est un vin qui a été construit par les humains et qui reflète le terroir et la personnalité d'un homme. Magnifique. Moi, je trouve le vin super intéressant. Je suis parti sur Barbera, je suis un grand passionné des vins italiens. J'y connais rien en vin italien. C'est pour moi ce que j'aurais pu dire de mieux pour mettre en avant ce vin qui, du coup, n'a pas du tout de cet aspect bois que les Italiens détestent d'ailleurs, les vins italiens. Ah oui, c'est tout sur le fruit. Alors, sauf les super toscans ou voilà. Mais justement parce que les super toscans, pour faire une petite parenthèse, en fait, ils ont pris des cépages bordelais dans les années 70, je crois, pour faire des vins bordelais en Toscane. Ça a été une grande réussite. Et là, c'est une grande réussite commerciale. Mais en termes de dégustation, il y a des choses exceptionnelles, mais c'est perdu un peu de leur âme. Moi, c'est pas ce que je vais préférer en Italie tout de suite. Et donc, sorti des super toscans, on est plutôt sur des vins fruités, et c'est ce que j'adore avec l'Italie. C'est des vins fruités de terroir et avec de la profondeur. Donc c'est exactement ça. C'est un vin fruité de terroir avec de la profondeur. Eh ben écoute, merci pour cette petite analyse. Et maintenant, on va passer au dernier vin avec un ovni. Et alors là, je suis très content. Bref, jingle et on se retrouve juste après. Surprise, motherfucker! Alors, pour terminer, comme on a pu prouver juste avant qu'on était de brillants dégustateurs à l'aveugle, j'ai décidé, comme si ce n'était pas assez difficile, de partir sur un dernier vin où on va pas se mentir, c'est quelque chose d'assez, je pense, atypique. Ah bah là, alors j'ai tout de suite mis le vin au nez. Alors tout de suite je me suis dit c'est quoi ce truc c'est hors norme, c'est à part. C'est hors norme et en fait j'aimerais, tu comprendras en fait pourquoi je l'ai amené et j'aimerais avoir ton ressenti de sommelier. Pour voir, voilà. Je ne dis rien en fait, c'est quelque chose d'assez atypique et perché. Et voilà, j'ai envie d'avoir ton retour et de voir ce que ça peut donner. Vous comprendrez. Bref, Charles, je l'ai déjà répété beaucoup, ça a été un peu le mantra de cet épisode, mais The Dance Floor is yours. Ouais, et ben c'est parti, on va bien rigoler. Oh putain, ouais. C'est une. Alors la robe est très classique. On va dire une robe médium avec une limpidité parfaite. Une belle profondeur, on a vraiment des couleurs de vin. Le nez, tout de suite quand j'ai mis le verre au nez, je me suis dit, est-ce qu'il y a que du vin dedans? Voilà. Déjà parce qu'il y a une aromatique qui est tellement intense et tellement atypique que je me demande s'il n'y a pas un ajout de quelque chose à un moment ou pas. Alors, je ne pense pas, je pense quand même on a affaire à un vin, mais le doute, j'ai pas mis en bouche, du coup. J'ai pas mis en bouche, donc du coup, le doute, je peux me permettre le doute. Ouais, mais il n'y a pas de souci. Parce que voilà, ça en fait partie. Ouais, c'est sûr qu'en termes d'expression aromatique... ça sent la fraise des bois, quoi. Ah oui. Et c'est pas souvent la fraise des bois dans les vins. Alors je vais goûter, du coup, ça va beaucoup plus m'aider, j'imagine. Alors c'est un vin. C'est un vin... et c'est pas sucré. Mais c'est vraiment atypique. On a une attaque assez souple, on a une rétro-olfaction et une finale de bouche qui est incroyable, qui est très longue, qui est très aromatique. C'est vraiment un vin qui s'exprime à la fin. Ouais. Et c'est très rare d'avoir ça. Alors je pense que c'est pas un vin qui vient d'être mis en bouteille, etc. Mais voilà, super intéressant en bouche. Ouais. C'est hyper difficile à conseiller à des gens, ça. Ouais. C'est un sommelier de resto étoilé, il peut s'éclater sur les accords mévins, vraiment. Ouais. Un caviste, c'est déroutant. Ouais. Alors si c'est déroutant pour nous, un novice, j'imagine que ça doit être encore autre chose, quoi. Est-ce que tu verrais comme un vin plutôt technologique ou un vin plutôt de terroir ? Non, je le verrais comme un vin plutôt terroir foufou. Donc quelqu'un qui a voulu essayer un truc qui y est arrivé, mais c'est pas à mettre dans n'importe quelle main. Il faut quand même quelqu'un qui aime découvrir le vin, qui aime changer de style, etc., quoi. Ok. Alors,
Moi j'aime bien, hein. C'est super agréable. Là on passe à table, on boit la bouteille, c'est pas un problème. Mais ouais, ça peut déplaire. Je pense que c'est un vin qui est un peu vieux déjà. Ouais. Donc déjà c'est un peu ça qui va me dérouter. C'est que le vieillissement a apporté une sorte de confit qui a créé cet arôme de fraise des bois. Est-ce que le vin était destiné à être gardé, ou est-ce que c'est vraiment un vin de fruits à la base, mais en fait, super chance, le vin a super bien tenu et ça a donné un truc atypique. C'est possible que ce soit ça. Voilà, on pourrait très bien avoir ça dans le Beaujolais, par exemple. Ouais. Donc Gamay, par exemple. Ouais, ça pourrait très bien. Voilà, un Gamay qui a 6 ans, 7 ans, sur un millésime un peu light, type 2013 ou 2014, et qui a viré bizarrement, mais positivement. Et est-ce que c'est le genre de vin que tu pourrais recommander ? Ah, je peux recommander ça sans problème. Ok. Ouais, c'est super bon. Après, faut être prévenu que c'est bizarre. Mais super bon. Moi, je bois la bouteille sans problème. Est-ce que tu as envie de savoir ce que c'est ? Ouais, j'ai envie de savoir ce que c'est. Alors, comment vous dire ? C'est quoi cette bizarrerie, là ? Je vois la forme de la bouteille, c'est une bizarrerie, c'est sûr. Ah, c'est l'incarnation même de la bizarrerie. Ah, oh non, là. Je sais ce que c'est. Alors, je n'ai jamais goûté ça, je vous rassure. Voilà. Il faut savoir un truc, c'est que avec Vinstache, parce que j'ai envie d'entretenir le suspense et le côté divulgachage, et comme ça tu pourras le faire découvrir en plus demain à tes potes avec qui tu fais l'apéro. Ah oui, non, je vais le faire découvrir dès ce soir à mes potes pour l'apéro. Là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis avec Vinstache, j'ai eu beaucoup de propositions commerciales, et j'avais eu notamment une proposition de faire, je ne sais pas si vous vous souvenez du format qui s'appelle Ovini, où je présente des vins absolument atypiques venus un peu de nulle part. Et ben en fait, il devait y avoir un 5e épisode qui n'a pas pu être fait pour des questions de moi principalement, qui avait beaucoup trop de travail et que j'étais en train de me lancer sur Vinstache la boutique. Mais j'avais été contacté par la fête des vendanges de Montmartre pour faire un épisode en fait, et c'est ce que je viens de faire goûter à Charles. En fait, c'est le vin du fameux Clos Montmartre. Alors, je vais être très honnête avec vous, j'ai pas retrouvé la fiche technique du vin, mais en fait, le Clos Montmartre propose, je crois, 2 cuvées. Et en 2017, il y avait une cuvée qui s'appelait Montmartre, faites la paix, puisque malheureusement, on était 1 an après les dramatiques attentats de 2016, on va pas revenir dessus, hein, je pense que tout le monde s'en souvient. Et justement, ils avaient sorti une cuvée qui s'appelle Montmartre, faites la paix. On est sur un assemblage, en fait, entre Gamay et Pinot Noir planté sur la colline de Montmartre. Bon, j'étais pas dans le faux sur un peu d'âge et Gamay, du coup. Bon, pour... Pas mal, donc ça rebondit sur tes bonnes dégustations d'avant aussi. Alors, j'adore la bouteille. C'est une bouteille de 50 centilitres. Oui, effectivement. Alors, c'est marqué « Vin élaboré et mis en bouteille dans les caves de la mairie du 18e ». Oui, j'adore. Parce qu'il faut savoir, en fait... Je trouve ça trop marrant. Alors, c'est ça qu'il m'avait tout expliqué. Normalement, je devais partir filmer, mais je crois qu'il y a une mairie de Paris. Je sais plus si c'est le 18e ou si c'est dans le 15e. Je me souviens... Non, pas le 15e. En gros, ils ont, sous la mairie, un chai de vinification. Non, mais c'est dans le 18e, oui. C'est improbable. Et en fait, c'est complètement improbable. Je devais partir avec ma caméra, filmer, etc. Et en fait, là où je suis très content, c'est que clairement, quand j'ai vu la personne qui s'en occupait et avec qui finalement j'ai dû abandonner le projet, mais je ne m'interdis pas de le refaire, il m'avait dit en fait très souvent le vin est dénigré, tout le monde dit c'est de la merde, blablabla. Et en fait, non, c'est pas tant de la merde que ça. Ah non, c'est pas de la merde. Hein. Et alors, ça c'est sûr. Alors c'est des cuvées pas données clairement parce qu'en fait les fonds sont reversés. Ceci explique cela. C'est des cuvées qui sont vendues autour d'une 30aine d'euros si je me souviens bien. Ah oui, quand même. Ouais. Oui. Mais c'est reversé en fait à des associations du 18e, des associations sociales. Et en fait, l'intégralité des bénéfices c'est justement reversé dans des associations caritatives. Et voilà, et je trouve ça juste génial en fait parce que le vignoble parisien avant le phylloxéra était le 2e vignoble de France. C'était l'un des plus étendus. D'ailleurs, le Pinot Noir vient du 9-3, si je dis pas de bêtises, casse dédié. Et voilà, je trouve ça génial, le simple fait qu'à Paris, on veuille continuer d'entretenir une culture du vin. Je trouve ça absolument génial qu'il y a des gens qui se battent pour ça, surtout dans un vin à visée purement caritative. C'est un côté très ovni, et du coup, si je peux vous encourager à le goûter, voilà, je vous redonne la référence, le Clos Montmartre, Faites la paix 2017. C'est disponible normalement sur leur site internet. Donc voilà, en même temps, vous faites une action caritative et en même temps, vous découvrez un vin qui, même s'il est dénigré parce que soi-disant Paris, blablabla, etc., non, on peut faire de belles choses. Ah ouais, c'est ultra déroutant. Alors, quand j'ai vu la bouteille, j'ai fait, mais non, oh là là.
Bon, c'est introuvable à l'aveugle. C'est vraiment. Oui, c'est pour ça que je t'avais dit que c'était un vin où clairement c'était impossible. J'ai compris que je pouvais pas le trouver à l'aveugle, mais c'est vraiment déroutant. Mais super intéressant. Honnêtement, ça vaut le coup de goûter ça. Ça vaut vraiment le coup de goûter ça. Et c'est un sommelier avec 15 ans d'expérience qui vous le dit. Voilà. Et bien maintenant, après ces magnifiques instants de dégustation, je propose de terminer l'émission avec les questions auditeurs et auditrices. Allez, on y va. The question of the test. On a une grosse question ? J'aurais une question à poser sur son fonctionnement. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pregunta ? Et donc pour terminer cette partie questions auditeurs et que j'ai récoltée sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, je vous remercie beaucoup de m'avoir posé toutes ces questions. Et donc pour commencer, Nicolas de Twitter qui nous demande une question pour le Podstache, pas de rapport direct avec le vin, mais j'ai toujours été curieux. C'était quoi 75 centilitres .co et pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Alors ça, c'est une question sur laquelle je vais être seul à répondre parce que Charles, je suis même pas sûr d'en avoir déjà parlé. En fait, pour faire simple, quand je cherchais un peu ma voie, mon business model avec Vinstache, on va dire, je m'étais associé avec 2 types de Barcelone, que je salue d'ailleurs, Alexis et Basile. Et il se trouve qu'en fait, l'idée c'était de faire un peu un SoFoot du vin. On avait commencé à réfléchir, à se poser, à créer un site, à créer des articles, à créer des vidéos courtes que vous retrouvez d'ailleurs sur la chaîne secondaire. Mais il se trouve que finalement, on n'a pas forcément réussi à trouver un terrain d'entente. Le projet a un peu changé par rapport à ce qu'on s'était fixé. Donc voilà, finalement, c'est tombé à l'eau. J'en garde un souvenir très cool. Ça m'a permis de retourner sur Barcelone et voilà. Mais voilà, ça n'a pas continué. J'ai quand même gardé les vidéos, les Back to 20X que j'ai uploadées sur la chaîne secondaire. Mais voilà, l'idée c'était de faire un sous-foot du vin, ça n'a pas forcément fonctionné, et puis écoutez, tant pis, c'est ainsi, hein, l'entrepreneuriat c'est des essais, et c'est aussi beaucoup d'échecs. Pierre-André, qui me demandait par email, oui, il y a des gens qui m'envoient des emails, qui me disait « Le prix des vins, notamment bio et nature, et l'inflation de ces 10 dernières années sur certaines appellations, l'avez-vous constaté ou est-ce la vision biaisée et rétrograde d'un vieux, entre parenthèses, pauvre ?» Je cite Pierre-André. Alors, je vais te laisser la parole juste après, Charles, mais c'est vrai que moi, je suis vraiment dans l'achat de vin depuis 1 an et demi, depuis que j'ai lancé ma structure avec la Vinstache Compagnie. Du coup, j'aurais un peu plus de mal à parler sur l'évolution des prix. Toi, Charles, est-ce que tu as eu l'impression d'avoir une inflation sur le bio et le nature du vin ces 10 dernières années ? Alors, je vais avoir un avis très précis. J'espère répondre à ta question. Alors moi, j'ai commencé à acheter du vin de façon professionnelle en 2007 environ. L'évolution des prix des vins sur certaines appellations est extrême. Sur des grandes appellations... pour ne pas citer la Bourgogne. Voilà, pour ne pas citer la Bourgogne. Bon, on cite Vosne Romanée. Quand j'ai commencé à travailler dans le vin, je vendais chez un caviste un Vosne Romanée à 40 €, mettons. Aujourd'hui, avant de trouver un Vosne Romanée à moins de 70, on va dire potable, un Vosne Romanée de caviste, c'est le bout du monde. Oui, non, mais on est bien d'accord. Bien d'accord, mais moi je vais éviter de trop m'exprimer là-dessus parce que sinon on va encore dire que je suis anti-Bourgogne, alors que pas du tout, c'est peut-être la région que je préfère en termes de dégustation, mais en termes de prix... Et après, pour parler du bio et nature, je suis d'accord aussi sur le Jura par exemple. Ouais. Alors sur l'inflation du bio Jura, c'est extrême aussi. Ouais, mais aussi ça a doublé en 5 ans. C'est un vignoble tellement petit et qui était tellement dans le mépris des dégustateurs. Totalement mérité. Voilà. Une pensée à tous mes amis jurassiens, totalement mérité. C'était des affaires il y a 5 ans, vraiment. Par contre, magnifique. On est d'accord que peut-être dans 5 ou 10 ans, Jura is the new Bourgogne. Ah, bon, il y aura des très 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 grands vins jurassiens qui rivaliseront en termes de prix avec des Bourgognes. Voilà, c'est ce que je veux dire. En termes de prix, c'est déjà un peu le cas sur 3 domaines, je dirais. C'est un peu le cas, mais ça va exploser. Hein. En fait, moi, ce que je dirais par rapport à tout ça sur le côté bio-nature, c'est surtout, en fait, on sait que tous ces marchés-là sont surtout vachement influencés par l'influence étrangère. C'est-à-dire que, par exemple, les Chinois qui ont bu du Bordeaux pendant des années, qui maintenant se tournent vers la Bourgogne, ont fait péter les prix, ainsi que les Américains aussi, parce qu'à force de goûter des vins tout le temps concentrés, boisés, ils ont voulu goûter autre chose. Et si la consommation mondiale commence à se tourner vers le Jura, par exemple, on aura les mêmes mécaniques. Et sur le bio,
Moi, j'aurais quand même tendance à dire qu'aujourd'hui, on peut encore faire des super occasions bio à des rapports prix-plaisir. Ça, c'est sûr, on peut continuer. Mais je suis complètement d'accord avec le monsieur. Non, les prix ont vraiment explosé parce que je vais souvent goûter, partager des vins et goûter des vins chez mes potes cavistes qui sont nature, bio, dans l'idée. Et souvent, je dis, attends, vas-y, mets-moi un truc un peu à la mode en ce moment, voir ce que ça donne, quoi. Et il me dit, attends, j'ai goûté ça, vas-y, pète ça, c'est nickel. Je dis, c'est combien ? Il me dit, c'est une vingtaine d'euros. Ok, pas de problème, vingtaine d'euros. C'est souvent ce que... Je bois peu depuis la vente de mon bar à vin. Donc du coup, quand je vais voir mes copains, 20 euros, ça me va bien. Ouais. Voilà, ça me fait... Tu peux te faire plaisir. Je me fais plaisir, quoi. Et du coup, là, j'ouvre et parfois, je me dis, c'est super bon, c'est fruits, c'est plaisir, c'est goulayant, etc. Mais 20 euros, est-ce qu'on est à ce niveau-là ? Je suis pas convaincu. Souvent maintenant, je me fais la réflexion sur la mode bio et bio-nature qui est très chère parce qu'ils prennent des risques. Les mecs prennent vraiment beaucoup de risques. Ouais, c'est ça. Donc du coup, le prix est justifié par rapport au travail. Oui. Mais est-ce qu'il est justifié dans la bouteille ? Aujourd'hui, j'en suis pas sûr. Après, c'est un marché, ça convient à beaucoup de monde. Je me fais... Alors, en revanche, attention, parfois c'est magnifique. Mais c'est un peu le poker et c'est ça qui me dérange beaucoup. C'est qu'on n'est pas sûr, quand on va chez un caviste, quand on prend une bouteille nature à 20 euros, on n'est pas sûr d'avoir une grande émotion. On sait qu'on va on va goûter un vin avec une grande pureté. Et c'est ça qui fait que ça mérite aussi le 20 euros. Mais j'ai mon petit mais. Ouais, non, je comprends ce côté poker, moi aussi, que je retrouve parfois. Après, c'est vrai que quand je vois certains domaines qui capitalisent uniquement sur le renom, le prestige de leur nom, pour ne pas citer les Bordelais, et qui vendent des quilles absolument sans âme, bien trop cher, je dois reconnaître que je préfère aller sur un bio, même si je sais que j'aurai peut-être pas l'émotion que j'attendais, et ça m'est arrivé aussi, clairement. Au moins, je sais que j'aurais rémunéré le mec par rapport à la valeur de son travail. Oui, très important. Alors, j'insiste juste sur un petit point. Il y a nature et il y a bio. Oui. Et alors, moi, je bois que des vins bio maintenant. Parce que c'est mes valeurs. Je veux transmettre ça. Et le bio et la nature, c'est différent. Oui. C'est important. Mais il faudrait en faire un podcast de 2 heures. Ah oui, c'est sûr. Eno de Bordeaux qui demande sur Twitter, la dégustation à l'aveugle existe-t-elle vraiment ? Écoute, oui, je pense. Il y aurait juste manqué des verres noirs, là, pour être honnête. Non. Là, c'est là où je suis pas d'accord. Oui, c'est là où on avait déjà eu le débat la dernière fois. C'est là où je suis pas d'accord parce que la couleur apporte beaucoup à la dégustation à l'aveugle. Alors, la vraie dégustation à l'aveugle existe dans certains cas. La plupart du temps, moi, quand je goûte à l'aveugle, ce qui est assez fréquent, c'est une moitié de dégustation à l'aveugle. Parce que je suis chez un pote, je connais ses goûts, je connais à peu près ce qu'il boit d'habitude. Oui. Donc du coup, je suis un peu biaisé par ça. C'est même pour ça que je t'ai parti sur l'Alsace sur le premier blanc, parce que je pensais justement que te connaissant, t'allais mettre un vin d'Alsace, alors que pas du tout. C'était Oui. Et du coup, moi aussi, je me suis posé la question, mais attends, il me connaît, est-ce qu'il a mis... Il a quand même pas mis un Alsace, voilà. Donc du coup, oui, c'est biaisé à moitié, mais ça peut exister vraiment. J'ai fait des dégustations à l'aveugle dans des environnements que je ne connaissais pas. Et là, c'est vraiment des dégustations à l'aveugle où le thème était vraiment... démerdez-vous. Tout le monde, tout le monde entier, quoi. Et j'ai entraîné aussi en Belgique des dégustateurs qui préparaient le concours de dégustation à l'aveugle. Et donc, ils étaient déjà champions. Champion du monde de dégustation à l'aveugle, et je les entraînerai pour la prochaine dégustation mondiale. C'était l'équipe de Belgique ? L'équipe de Belgique à l'époque, qui a un très gros niveau d'ailleurs. Là, ils sont extraordinaires. À l'aveugle, ils sont extraordinaires. Ils sont meilleurs qu'au foot. Alors, Alexis qui me demandait sur Twitter, dans plusieurs dégustations que j'ai pu faire lorsque je goûte, je retrouve assez régulièrement des saveurs au palais bien différentes des arômes que j'ai pu sentir. Est-ce que c'est normal ? Oui, c'est normal, c'est souvent dissocié. Un vin vieux, c'est associé, souvent. Parce que le vin c'est fait, etc. Donc on a un nez qui ressemble un peu à la bouche, etc. Mais c'est souvent dissocié. Et puis il vaut mieux que ce soit dissocié
parce que on a une complexité au nez, et ensuite mais en bouche, il faut avoir une autre complexité, une complexité qui est différente. Ouais. Bah moi, ça me le fait aussi des fois où j'ai un nez que je trouve hyper engageant qui pète sur le fruit, et puis après tu goûtes en bouche et t'es pas du tout sur ce genre de choses. Oui. En fait, pour faire très court, rappel du vin stache, épisode numéro 3, je crois. En gros, quand vous êtes face à votre verre de vin, vous avez donc des molécules odorantes. Vous sentez ces molécules odorantes et en fonction de celles-ci, votre cerveau va essayer tout simplement de les associer à des odeurs qu'il connaît déjà. Donc déjà, il y a toute une mécanique de neurotransmetteurs, etc., que je serais bien incapable d'expliquer puisque je ne suis qu'un humble vulgarisateur de vin et non pas un scientifique. Mais vous avez déjà tout ce jeu-là. Alors vous rajoutez encore en plus après la rétro-olfaction en bouche. Enfin, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de mire. Donc non, ce n'est pas forcément... C'est pas du tout un défaut qui vient de toi, Alexis, même si tu ne l'as pas formulé ainsi. C'est juste absolument normal et c'est aussi, je pense, le plaisir du vin. Raphaël qui nous demande sur Twitter pourquoi le rosé gris pâle est à la mode et à l'inverse, pourquoi le rosé foncé n'attire pas. Oh là là. Je ne suis jamais arrivé à comprendre cette mode. Eh ben, moi j'ai envie de dire, c'est un peu... Si... J'arrive à comprendre. Je dirais que l'être humain fonctionne sur le visuel. Pourquoi est-ce que des mocassins de femmes avec une semelle rouge ont réussi à cartonner ? Parce qu'il y avait un élément différentiel et qui a fait la fortune mondiale de Louboutin. Et ben, j'ai envie de dire, pour le vin, c'est à peu près pareil. C'est qu'on est sur un marché où 99%, 98% des gens n'y connaissent pas grand-chose en vin et que quand tu te retrouves devant des étals de supermarché, tu as le choix entre un vin un peu, justement, parce que c'était rosé gris pâle qui va attirer l'œil. On va se dire, voilà, plutôt que d'aller sur un vin qui fait vraiment très rosé où tu vas te dire, notamment sur l'éclairé, et moi ça me flingue parce que je préfère largement à la dégustation me faire un clairé, me faire un rosé de macération plutôt que de me faire un petit rosé qu'on a pressuré où on va te dire il y a un côté petits agrumes, petite pêche blanche, petits fruits rouges et c'est tout. Je préfère aller sur des rosés de macération, mais voilà, il y a un diktat aujourd'hui de la consommation de supermarché, et c'est ça qui fait, à mon humble sens, que les rosés gris pâle sont aussi populaires. Alors, alors aussi, il y a la mode des rosés piscines. Oui. Donc, du sud de la France, où on met plein de glaçons dedans. Ouais. Alors, c'est sûr que ça fait un peu apéro, ça sent la rose et glouglou, quoi. Oui. Très facile à boire, très efficace en termes de recherche d'ébriété. Oui, faut bien le dire aussi. Voilà. Attention à la tête quand même. Tu peux en ouvrir 5 à la suite, ça t'a coûté que dalle en plus, donc t'es bien. Et donc du coup, en aromatique, en fait, vraiment un gris, un aromatique, ça peut pas aller loin. Je dis pas que ça peut pas être bon, hein. Ça peut pas aller loin, ça veut dire qu'il n'y aura pas de complexité. Oui, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas eu de macération. Voilà, c'est ça, c'est que c'est du raisin rouge qui a été pressé rapidement, et vraiment rapidement, pour qu'il y ait le moins de couleurs possible. Mais dans un raisin rouge, ce qui est intéressant, c'est quand même la pellicule. Voilà. Donc du coup, là, on perd quand même beaucoup de choses du rosé. Et alors du coup, à l'inverse, j'ai vraiment envie de parler des rosés un peu colorés. Eh ben allez, fais-toi plaisir, on est là pour ça. Parce que c'est super intéressant. Donc il existe deux sortes vraiment distinctes de rosés. Les rosés de pressurage, donc on prend les raisins, on les presse et ça fait un rosé, enfin raisin rouge, et un rosé de saignée, ça veut dire on fait un vin rouge, on fait comme si on faisait un vin rouge, mais sauf qu'on arrête la macération des pellicules avant. Donc en fait c'est avant le vin rouge, c'est entre le jus et le vin rouge, et ça donne une couleur mais quand même déjà soutenue. Donc c'est l'exemple en France, c'est Tavel. Ah oui, Tavel, une qui ne fait d'ailleurs que des rosés. Que du rosé et que du rosé de saignée. Voilà, c'est que ils n'ont pas le droit de pressurer direct. Ah ouais. Ils sont obligés de faire une petite macération. Et ça, c'est hyper important. Frédéric sur Facebook qui me demande et pourquoi pas une sélection de vins à moins de 10 €. Et très honnêtement, Frédéric, pour être honnête, j'ai déjà essayé notamment avec le Château Vessières où je proposais un super costière de Nîmes en bio et biodynamie à 9,80. Ça n'a pas fonctionné des masses, ce qui m'a d'ailleurs un peu déçu. Je pense très honnêtement qu'aujourd'hui, l'audience vin stache attend plutôt des vins entre 15 et 20 balles, et c'est ce vers quoi je suis en train de m'orienter pour justement la prochaine foire au vin. Et voilà, commercialement, ça fait un peu peur, bizarrement. Je pensais que ça serait un carton et pas du tout. Et ensuite, il y a un fait, c'est que comme je suis un micro-entrepreneur, j'ai forcément une taxation sur le chiffre d'affaires. Et en plus de ça, comme j'offre les frais de port à partir de 6 bouteilles, c'est très difficile de trouver des beaux vins
que je pourrais proposer à moins de 10 €. Et comme en plus ça n'a pas fonctionné, on va plutôt rester sur des vins autour d'une quinzaine d'euros. Voilà pourquoi je ne pourrais pas faire cela. Joris qui me demande sur Facebook comment découvrir la Bourgogne et le Pinot Noir sans se ruiner. Pourquoi les prix ont explosé, les sources fiables pour connaître la qualité des maisons et climats. En bref, un épisode sur la Bourgogne. Alors je réponds d'abord sur la partie épisode sur la Bourgogne et après je lancerai Charles sur comment découvrir la Bourgogne sans se ruiner. J'espère que tu as des idées. Oui, l'épisode sur la Bourgogne, c'est en gestation. J'ai mon idée de la trame directrice. Bon, voilà, comment découvrir la Bourgogne sans se ruiner, c'est impossible. Alors, si, c'est toujours possible. Alors moi, j'ai une idée très précise de comment découvrir la Bourgogne le coteau sans du se ruiner. Chouchois. C'est simple. Il faut que vous alliez dans un salon des vignerons indépendants et vous faites tous les stands de Bourgogne. Ah, mais ils viennent plus, les bourguignons Ils viennent très peu, les bourguignons. Hein. Il y en a. Ah, c'est quand même rare. Il y en a. Ah, t'as du Mâconnais, t'as du Chablis. Oui, mais après, il y a par exemple, sur les vignerons indépendants à Lyon, il y a le domaine Nudan, qui a toujours été là. C'est intéressant d'aller goûter de domaine Nudan au salon des vignerons indépendants. Voilà. Ok. En revanche, c'est vrai qu'à côté, découvrir la Bourgogne, vraiment la Bourgogne, en étant un amateur, etc., c'est quasiment impossible aujourd'hui. La moindre bouteille de Gevrey-Chambertin, c'est 35 €. Je parle pas des premiers crus, ni des grands crus. Oui, des villages. Des villages, c'est... Puis ça accueille plus au domaine aujourd'hui. Moi, je vois que tu vas en Bourgogne, soit tu as une rangée de 10 4x4 avec des plaques suisses. Voilà. Soit... Alors, ils accueillent plus au domaine. Si, ils accueillent au domaine, mais ils accueillent au domaine des gens de longue date. Oui. Et les domaines qui continuent d'accueillir d'autres, des nouveaux, soit c'est du bouche à oreille, soit c'est des domaines qui font pas très bon. Voilà. Désolé pour ce côté pessimiste, mais il faut... là, c'est compliqué, la Bourgogne, vraiment, désolé, mais... Après, moi, j'ai un conseil aussi à donner, c'est peut-être qu'il y a des cavistes qui proposent de temps en temps des soirées thème Bourgogne, et que vous dites, oui, moi, j'ai vraiment envie de découvrir la Bourgogne, etc. Est-ce que vous pouvez organiser une soirée ? Peut-être que ça peut le chauffer. Ou alors, après, je sais pas si vous êtes lyonnais, mais si jamais vous êtes proche d'une ville et vous avez un super caviste, proposez-lui, peut-être que ça peut marcher. Julien qui demande sur Facebook, Loïc, un épisode non exhaustif sur les accords mets et vins. Que peut-on marier avec la Syrah, le Merlot, le Pinot, le Cabernet, etc. Quel cépage pour les fruits de mer, blablabla. Un bel épisode là-dessus. Alors, je vais être très honnête, je ne suis pas sommelier, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Et en fait, je trouve que c'est tellement compliqué, les accords mets et vins, que j'ai aucune idée de comment je pourrais rendre ça franchement intéressant et pertinent en termes d'épisode. Je dois bien reconnaître que Charles, ça a été ton métier de la sommellerie. Il y a tellement un contexte sur le vin, la manière dont il est travaillé, c'est très difficile de sortir quand même des grands accords. Donc j'avoue, c'est un truc que je sens un peu casse-gueule et sur lequel je ne serais pas du tout à l'aise. Donc très honnêtement, je ne pense pas que je ferai un épisode là-dessus. Oui, en fait c'est vraiment très complexe. C'est difficile de le faire en vidéo. Moi, j'ai fait des cours de dégustation avec thème accords mets et vins, où j'expliquais comment je réfléchissais sur mes accords. En fait, donc, j'ai vraiment un esprit formaté à je goûte un vin, j'ai un plat qui me vient en tête. C'est vraiment complexe. Je pense qu'une vidéo n'est pas suffisante. Ah bah non, clairement pas. Parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. Et c'est vraiment des moments. Donc voilà, Loïc, tu as assez bien exprimé le sujet. Arnaud qui demande sur Facebook, j'ai une question un peu con, mais je me suis toujours demandé comment servir à bonne température un vin carafé. Comment le sers-tu ? Prenons l'exemple d'un vin jeune qui demande à être aéré pour s'exprimer. Il fait 22 degrés dans la cuisine, tu le carafes 2 heures avant de le servir. Et après, frigo ou pas, frigo pendant le carafage, blablabla. Alors, je me permets aussi de résumer un peu la question parce que ça faisait un petit pavé. En fait, déjà, j'ai fait un épisode sur la chaîne secondaire où on parle justement de l'aération du vin, où je lui donne quelques tips. En gros, la manière dont je le vois, moi, c'est relativement simple. Les vins blancs, j'essaie de les servir autour de 12 degrés.
Et souvent, ce que je fais, c'est que les vins blancs, je les mets à la verticale en frigo ouvert, de manière à ce qu'ils puissent commencer un peu à s'ouvrir. Et voilà, je te renvoie vers cet épisode que j'ai fait sur la chaîne secondaire. Et toi, Charles, comment est-ce que tu fais ? Alors, moi, c'est simple. Moi, je me prends pas la tête. Et je te conseille de faire pareil. C'est-à-dire que, déjà, je carafe très peu les vins rouges. Et je carafe pas mal les vins blancs, mine de rien. Oui, c'est vrai. Tu carafes un vin blanc, tu le mets au frigo. Tu mets la carafe au frigo. Et on est bon ? Et on est bon. Après, tu mets quelque chose tu mets film plastique en haut de la carafe. Ça, c'est pour pas que ça prenne l'odeur du frigo. Oui, que ça ne sente pas, par exemple, la crevette. Ça c'est top. Ça, c'est vraiment top comme service. Vin rouge, ça dépend, ça dépend le moment, la température qu'il fait à l'extérieur, etc. Mais sinon, 22 degrés dans une cuisine, ça fait un peu chaud. Ouais, ça fait trop. Donc, au-dessus de 20 degrés, l'alcool est... Si tu veux trouver une pièce un peu plus froide, je te conseille de carafer et de mettre dans une pièce un peu plus froide. Sinon, tu gères avec le frigo. Ça veut dire que tu carafes, tu mets au frigo un quart d'heure, tu vois ce que ça donne, tu remets au frigo, etc. Sachant que pour les rouges, dès qu'on dépasse les 20 degrés en température, l'alcool est trop prédominant. Ça commence à être compliqué. Donc en général, on conseille les Bourgognes et les Beaujolais, les vins peu tanniques autour de 14-16 degrés et les vins plus tanniques, comme ce qu'on a pu servir en terrasse du Larzac, autour de 16-18 degrés. Les vins que tu pourras boire le plus chaud, ça sera les Bourgognes qui n'expriment pas l'alcool. Voilà. Les grands Bourgognes qui n'expriment pas l'alcool, là, tu peux commencer à avoir vraiment le 18-20 degrés. Dewey qui me demande sur Instagram des retours sur le MVS de Kedge, s'il te plaît. Alors ça, c'est pour moi parce que c'est la formation que j'ai fait. Alors, le MVS de Kedge, moi, ce que j'ai à en dire. Super formation, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. C'est même grâce à celle-ci que j'ai eu l'idée de Vinstache, notamment lors de ma thèse professionnelle. Maintenant, faites-le en alternance parce que c'est un billet à 12 000 balles. Et franchement, 12 000 balles, quand tu commences ta carrière et que tu dois rembourser ça, ça fait quand même mal. Donc faites-le en alternance, faites-le prendre en charge par vos boîtes. Ne payez pas. Voilà, je dis, ne lâchez pas 12 000 balles en formation continue, sauf si vous savez qu'il y a un poste de fou furieux qui vous attend derrière. Sauf si vous avez la chance d'être une famille friquée, faites-vous plaisir avec votre pognon. Mais voilà, moi je vous conseille vraiment de le faire en alternance pour déjà ne pas avoir à lâcher votre billet. Ensuite, je vous dirais aussi que, en fait, même si tous ces masters, que ce soit celui de l'ESC Dijon ou Kedge Bordeaux, on vous vante à chaque fois le fait que c'est les plus grands masters au monde, etc. Alors oui, le niveau d'études est très intéressant. Oui, on fait des cours. Nous, on faisait à l'époque des cours avec l'ISVV, l'Institut de la Vigne et du Vin, qui est juste une unité de recherche en œnologie sur le Bordelais qui est exceptionnelle. Par contre, en fait, c'est des métiers passion. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent bosser dans le vin. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Je pense que sur ma promotion, il y en a à peu près un tiers aujourd'hui qui ne travaillent plus dans le domaine du vin. Donc, je vous encourage vraiment, comme c'est des métiers passion, ou voilà, si vous devez sortir un beau billet, faites-le en alternance, faites-le prendre en charge et bossez votre réseau. Moi, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout fait. Je pensais vraiment qu'en sortant de ça, tout le monde allait m'appeler en me disant « Vous êtes Loïc Geoffrey et vous sortez du Master 20 ». Voilà, bossez votre réseau, faites prendre en charge par votre boîte. Mais l'enseignement vaut vraiment le coup. Mais voilà, le billet est tellement important que voilà, je vous encourage à essayer de le faire prendre en charge par une boîte. Sinon, c'est quand même plus compliqué. Alors, vous pouvez même aller encore plus loin. Moi, je vais aller à l'inverse de Loïc. Vous pouvez même, si vous avez les moyens, il y a un master qui est incroyable et qui donne des perspectives d'avenir vraiment folles. C'est le master de l'OIV. Ouais, celui à 40 000 balles, c'est ça ? Ouais, alors c'est 40 000 balles tout compris. Ça veut dire qu'en fait, vous payez une partie, donc genre 12 000 € à la base à l'OIV. Et après, c'est à vous de payer les voyages que vous faites. Mais en fait, vous faites le tour du monde et vous goûtez dans tous les pays du monde. Enfin, le master est vraiment incroyable. Ouais, mais c'est plutôt pour des gens d'une quarantaine d'années. Pas forcément. Ah ouais, je pense. Pas forcément, non, c'est assez complet. Okay. Donc j'ai voulu le faire il y a 2 ans. Juste avant la pandémie. Juste avant la vente du bar à vin. En parallèle de la vente du bar à vin, j'ai voulu le faire. Mais du coup, il y a eu Covid. Et donc, ça a tout cassé. Mais voilà, n'hésitez pas. Si jamais vous avez les moyens de faire ça. Après, ça ouvre des portes vraiment de fou.
dans le monde du vin. Ah c'est, oui. il y a un réseau incroyable. Après, vous avez un poste de cadre, un vrai poste de cadre garanti après. 40 000 balles, j'espère. Ah oui. Jérémy sur Instagram qui demande: j'aurais voulu avoir votre ressenti, sensation sur l'évolution de la consommation du vin en France dans les 10 prochaines années. On sent un désir de la part du consommateur de revenir aux produits du terroir, à la qualité, au made in France, blablabla. Faut-il privilégier la qualité à la quantité ? N'avez-vous pas peur que certains lobbyistes viennent ternir cette dynamique, comme par exemple anti-alcool, drogue, vin, même combat, etc. On voit beaucoup de choses qui font peur sur les réseaux sociaux. Non, j'ai pas peur des lobbyistes. C'est sûr que la consommation va tendre vers du bon. Mais du bon, que ça soit en termes bon vin, mais surtout bonne viticulture. On va avoir de plus en plus de vins bio, de plus en plus de bons vignerons, etc., etc. Et ça, c'est génial. Je suis confiant sur l'avenir du vin en France. On est sur vraiment une bonne dynamique. Après, malheureusement, les prix vont pas baisser. Non, ça c'est sûr. Après, pour m'exprimer là-dessus, je pense ce côté, je rebondis sur le côté anti-alcool, drogue, vin, même combat, c'est un peu quelque chose que je retrouve beaucoup dans la revue du vin de France, qui est une revue que j'aime quand même plutôt bien lire, parce que je trouve qu'ils ont des bons journalistes, mais je trouve qu'ils ont un peu pris en grippe ce côté lobby, sont les lobbies des hygiénistes, comme ils les désignent tout le temps. Alors certes, le patron de l'ANPAA avait déclaré il y a 10 ans, je crois que c'était dans le Wine Enthusiast, que les sites qui parlaient de vin sur Internet devaient être combattus avec la même virulence que les sites pro-nazis et pédophiles, ce qui sont des paroles un peu extrêmes et... Oh, non, c'est n'importe quoi. C'est... Voilà, bon... Alors, je suis d'accord, et que personnellement, quand je fais des podcasts, des vidéos, j'ai pas l'impression que je prône le Troisième Reich ou tripoter des gamines. Mais ce que je voulais dire, c'est que malgré tout, il y a des drames de l'alcool en France. Et même si je sais que c'est des gens qui ont parfois la dent très dure contre nous et qui nous attaquent sans cesse, ils ont une utilité. C'est pas des mythes, les gens qui tombent dans l'alcool. Même nous, on pourrait dire au final que c'est un peu de l'alcoolisme bourgeois. Donc j'ai aucun souci, moi, avec ces lobbies. Et je pense que le vin est tellement ancré en France que même s'ils seront là à nous traiter de pédophiles et de nazis ou de ce que vous voulez, je pense que... on est quand même capable de s'asseoir à une table et parler de manière assez intelligente de vin. Donc voilà. Mais je suis quand même content que malgré tout qu'il y ait des associations hygiénistes, comme dit tout le temps la RVF, parce qu'il y a des drames sur l'alcool. Et surtout, si vous buvez, ne conduisez pas. Ne soyez pas des assassins. Nassim, dis donc, qu'est-ce qu'on s'est marré avec ces questions. Nassim qui demandait sur Instagram, le déclassement et l'IGP sont-elles la nouvelle grande tendance à venir, déclassement des AOC ? Non. Ah ouais ? Il y aura toujours. Il commence à y avoir des vignerons qui sortent des appellations. Mais à dire que ça va être une tendance, non, je ne pense pas. Moi, très honnêtement, je pense que l'IGP, non, ça sera pas forcément la nouvelle niche, parce que les IGP ont été faits quand même de manière assez un peu bourrine, quoi. Des fois, on a vraiment pris des aires de surface qui sont tellement démesurées que je trouve ça absolument fou d'essayer de trouver une unicité du terroir. Des classements de l'AOC... En fait, j'aurais tendance à dire qu'il y a des vignerons qui auront envie de faire ce qu'ils veulent, ils iront en vin de France, ils arriveront à développer leur marque, enfin leur marque au sens noble du terme. Et voilà, je suis pas sûr non plus que ça sera la grande tendance, je pense qu'il y a au contraire beaucoup de vignerons qui vont se rattacher à leurs AOC. On en parlait par exemple, l'AOC Saint-Joseph, personne ne veut la perdre aujourd'hui, si on devait la refaire. Donc non, je suis pas forcément sûr que ça sera le turfu. Aurélien sur Instagram qui demande quel est le vin le plus adapté à mettre dans une choucroute maison. Ça mérite un épisode entier, il disait, donc je pense que ça va être un Alsacien. C'est génial. Allez, toi qui connais l'Alsace, régale-nous. Ça ne pas forcément un épisode entier, désolé de te décevoir, mais il faut que tu mettes un vin qui a quand même pas trop d'acidité, mine de rien. Parce que le chou a beaucoup d'acidité. C'est pas ça, c'est qu'en fait, en réduisant, ça va te créer une choucroute vraiment acide. Et je suis pas convaincu que ça soit l'idéal. Donc le Riesling n'est pas forcément si bien adapté que ça à une choucroute. Le Riesling n'est pas forcément si bien adapté que ça. Moi, je mettrais plutôt un Pinot Blanc. D'accord. Pinot Blanc qui... On a beaucoup parlé de Pinot Blanc c'est vrai. Épisode. Cépage qui a un très bel équilibre et qui... Ouais, qui a moins d'acidité qu'un Riesling ou qu'un Sylvaner. Ok. Pierre d'Instagram qui me demande alors un petit retour sur la formation WSET et je dirais même à quand une formation sur le vin proposée par Loïc et Charles. Déjà, c'est un peu ce qu'on fait avec le podcast, on fait un peu d'éducation du vin. Sur la partie formation WSET, je vais faire un épisode consacré là-dessus, beaucoup de personnes me le demandent. Je pense que c'est très intéressant si vous venez, si par exemple vous travaillez en tant que serveur, ça donne une super culture vin en très peu de temps.
C'est quand même quelque chose à travailler malgré tout, il y a des bouquins à lire et surtout ça ouvre sur les vins du monde étranger qui est quelque chose que l'on ne boit pas assez. Maintenant, clairement, même avec un WSET3, c'est quoi, 3 semaines de formation à tout péter. Je ne pense pas que vous êtes assez aguerri pour aller sur le marché du vin avec 3 semaines de formation. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne formation complémentaire qui ouvre l'esprit, qui fait goûter des vins étrangers. Mais voilà. Alors oui, voilà, vous devenez pas sommelier avec un WSET3. Sauf un niveau 4, mais là, mais ça se travaille sur 2 ans, c'est un truc assez délirant. Oui, c'est assez délirant, mais c'est le travail de vraiment professionnel, c'est pas ça. Après, en termes, vous avez un budget formation. Vous avez bossé depuis 5 ans, vous avez plein de sous sur votre compte formation, mais faites un WSET2. Oui, parce que ça peut être pris en charge. C'est trop bien. Ça peut être pris en charge effectivement par le compte de formation. Ah mais non, vraiment faites-le parce que c'est vraiment enrichissant et ça peut vous créer une vraie passion. Olivier sur Instagram qui me demande quels sont les métiers dans le monde du vin. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. En gros, je dirais qu'il y a trois grands arcs. Il y a la partie vraiment viticulture qu'on peut faire avec un BTS Viti-Éno. Et donc aussi la partie énologique, tous les métiers de production du vin, que ce soit viticulteur, celui qui fait pousser le raisin, vigneron, celui qui le fait pousser et qui le transforme, l'énologue, qui va plutôt être un chimiste, l'ingénieur agronome, ça c'est sur la partie production. Il y a toute la partie hôtellerie-sommellerie sur laquelle tu pourras mieux renseigner puisque c'est ce que tu as fait, Charles. Et il y a tous les métiers connexes autour. Ça va aller du BTS technico-commercial qui va vous permettre de vendre par exemple des machines aux vignerons. Ça peut être dans le marketing. Ça peut être. Il y a beaucoup. En fait, il y a plus de métiers liés au commerce du vin en France que vraiment des métiers purement de production. Et puis aussi toute la partie hôtellerie-sommellerie. Et là, je t'en prie, Charles. Ben, c'est simple. Hein. Dans les restaurants, c'est les sommeliers. C'est les sommeliers qui s'occupent de tout. Après, ça dépend l'établissement. Après, il y a le boulot de revendeur, donc de caviste. Et après, il y a les boulots même d'agents commerciaux. Il y en a beaucoup sur le marché. Ça, c'est à noter. Ça veut dire que c'est des commerciaux qui ont énormément de vins à vendre différents et qui font découvrir aux professionnels, que ce soit les sommeliers ou les cavistes, justement, et ça permet de diffuser les bons vins très facilement. Et c'est des acteurs majeurs aujourd'hui dans la vente de vin. Ouais, notamment toi qui étais caviste, tu étais souvent contacté par tout le temps, et puis par des agents. C'est souvent des gens super sympas et qui ont envie de devenir copains. C'est un peu le mix, si je puis me permettre, entre le commercial et le sommelier. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, c'est plutôt beaucoup basé sur le commercial, mais ils ont une vision sommelier. Et c'est ça qui est super intéressant. Sam Jones qui demande sur Instagram je voudrais être éducateur spécialisé en vin. J'ai étudié la sommellerie niveau élémentaire. Qu'est-ce qu'il me faudrait de plus pour que je sois éducateur spécialisé en vin ? Je t'en prie, Charles, c'est ton domaine. Il n'y a pas vraiment de solution. Je connais pas ce que tu as déjà fait avant. Je ne sais pas exactement où tu veux en venir, mais il faut avoir des connaissances déjà bien fortes en vin pour pouvoir prétendre à être éducateur, entre guillemets, ou formateur, etc. Ouais, mais c'est quand même difficile quand on est très jeune de venir avec ses 25 ans et de dire je vais vous apprendre le vin à des gens. Ouais, 25 ans, ça commence, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai commencé à peu près vers 30 ans. Donc, j'ai été jury au bac pro service dans la section 20 à partir de 30 ans, on va dire. Je n'ai pas les dates exactes là, mais voilà. Mais faut déjà un paquet d'expérience. Tannick Tamer, j'adore son pseudo, me demande sur Instagram: Loïc Geoffrey, participes-tu à des concours de dégustation à l'aveugle type RVF ? Non. En fait, il faut savoir que la Revue du Vin de France fonctionne uniquement avec ses propres journalistes. Donc, si vous n'appartenez pas à la rédaction de la RVF, ça ne va pas être possible. Oui, j'aurais pu participer à des concours du type dégustation des vins de Mâcon, ou qui est à peu près ouvert à n'importe qui, où en gros, vous déclarez sur l'honneur que oui, vous y connaissez bien en vin et vous pouvez le faire. C'est pas forcément des choses qui m'intéressent pour le côté médaille. Par contre, pour le côté déguster des vins, ça, je pourrais trouver ça assez intéressant. Mais voilà, mes petits concours de dégustation, je me les fais avec Charles dans les pots de stache et je trouve qu'on se marre quand même pas mal à faire ça. Laurent, sur Instagram, qui a 2 questions. La première question, c'est qu'il me demande...
qu'il aimerait bien se former sur le vin et voulait savoir s'il y avait des formations d'un petit niveau professionnel pour son futur temps libre. Donc là, je fais très rapidement, on a parlé du WSET, sinon il faudra faire des formations plus lourdes, comme par exemple le Master Vin et Spiritueux de Kedge, dont je parlais, ou la formation OIV dont parlait Charles, mais là, c'est un gros billet. Y a-t-il des livres que je conseille ? Alors, moi, sur les livres que je conseille, je vous dirais Le Nez du vin, de notre ami Émile Pénaud. Voilà, ça c'est la Bible du vin, dans n'importe quelle formation du vin, on vous le répète tout le temps. Je vous conseillerais aussi le Guide Béthane de Sauve. Je sais que ça peut paraître un peu abscon, parce que l'idée c'est pas forcément de regarder les vins qu'ils aiment, l'idée c'est plutôt de se faire une cartographie des vins qui sont des domaines qui ont des réputations, justifiées ou pas, hein, mais au moins ça vous donne une certaine cartographie, ne serait-ce que du tissu économique. Voilà, c'est plus pour ça que je vous le conseille que vraiment pour la partie dégustation. Je vous conseille la Carte des vins, s'il vous plaît, qui est un livre de cartographie que je trouve absolument génial et qui vous permettra de situer les appellations. Je vous conseille le livre Comment entreprendre dans le vin, stratégie globale à 360 de Martin Cubertafond. Le nom est absolument pété, mais je trouve qu'il défraîchit bien l'univers économique du vin et je trouve vraiment que c'est un super ouvrage de référence. Je vous conseille soit le dictionnaire encyclopédique des cépages de Pierre Gallet, soit, si vous maîtrisez l'anglais, et pour moi c'est le meilleur, le Wine Grapes de Jancis Robinson, et je vois Charles qui acquiesce en disant ah, oui, où elle explique en fait vraiment toute l'histoire des cépages, elle explique les meilleurs terroirs. D'ailleurs, je m'en suis totalement inspiré pour les cépages sorciers. Et qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre ? Je crois que c'est pas mal. Il y a les traités d'énologie de Ribéro-Gaillon, mais là, c'est vraiment quelque chose de très poussé. Ouais, c'est trop loin. Là. Ça va trop loin. Et normalement, si je vous conseille ce livre, c'est que vous êtes énologue et que vous en connaissez bien plus que moi et que vous avez déjà lu ce livre. Et voilà, est-ce que toi, tu aurais d'autres ouvrages ? Il y a le Grand Atlas des vins de France. Oui. Bon, ça, c'est la base. C'est comme ça que j'ai commencé. Mm-hmm. Voilà. Enfin, pour commencer, ça apprend plein de choses. Donc, moi, je conseille ça pour les novices. Et la toute dernière question, pour terminer, je suis désolé Charles, elle me concerne pour le coup, donc ça va être encore un peu un monologue. Pourquoi avoir fait 2 chaînes YouTube différentes ? En effet, l'ensemble de ta communauté est intéressé par l'ensemble de ton œuvre. Au final, il est dur de faire vivre 2 chaînes, et tous les projets sont hyper chronophages à réaliser pour toi. Tout regrouper ne serait-il pas plus simple ? Blablabla. Est-ce que le faire sur la chaîne principale ne me paraît absolument pas problématique ? Donc mettre les différents formats et contenus que je propose aussi sur la chaîne secondaire. Voilà, alors je vais pas vous mentir, je suis en ce moment dans une vraie période d'interrogation quant à Vastache. Il y aurait beaucoup de choses à développer. Il se peut même que je fasse une vidéo bilan des 4 ans sur la chaîne principale, puisque ça va faire 4 ans en août que j'ai lancé Vinstache. C'est une aventure, je dis c'était, mais non, c'est encore vivant, hein. C'est une aventure qui m'a demandé beaucoup d'énergie, que ce soit physique et mentale. Ça a été... je suis vraiment dans une période d'interrogation en ce moment, et je me demande notamment si je ne devrais pas rapatrier mes contenus secondaires sur la chaîne principale, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que la chaîne est en train de mourir petit à petit. Donc oui, il y a une vraie interrogation quant à ça, il y a une vraie interrogation quant au modèle économique que je veux adopter. Et je prendrai, je pense, le temps de développer ça principalement sur la chaîne principale, mais pour être totalement transparent avec vous, en 1 an et demi de boutique, j'ai perdu pas loin de 2000 balles, ce qui peut paraître anodin pour l'entrepreneuriat, mais quand vous venez comme moi d'une famille de col blanc, 2000 balles, j'aimerais bien les avoir pour cet été. Donc voilà, il y a beaucoup de questions quant à un stage, quant à la suite et à la ligne directrice que je veux donner. Est-ce que ça sera le champ du signe d'ici quelques mois ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que je ne suis pas d'un optimisme débordant en ce moment. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de couper un peu avec tout. Et c'est sur cette note, ma foi, fort joyeuse que se termine cet épisode hors série d'été. Je pense qu'on va être sur un podcast assez long quand même, puisque là, on a pas loin de 2 heures d'enregistrement, donc je pense qu'on va être sur l'heure et quart, l'heure et demie. Charles, je te remercie beaucoup de m'avoir accompagné pour cette partie dégustation et questions auditeurs-auditrices. Merci Loïc, c'était génial. En tout cas, pour nous, normalement, on vous retrouve sur septembre, octobre, novembre pour une nouvelle sélection, au moins jusqu'à la fin de l'année. Je pense qu'on s'éclate quand même bien à faire ce qu'on fait. N'hésitez pas à nous lâcher du 5 étoiles sur iTunes et à lâcher des avis, ça nous aiderait vraiment pour le référencement. Et je vous dis à la rentrée, prenez soin de vous, reposez-vous bien, et quant à moi, je vais essayer de faire de même. À bientôt, Charles. Salut Loïc. C'était dur, l'aveugle que tu m'as mis. Je t'ai mis des trucs beaucoup plus faciles, moi.
Oh, si ça parce que. Putain, je t'ai mis le Priorat. je t'ai mis Saint-Léon, Côte-du-Rhône, Priorat. Priorat, pas Priorat. Très difficile le Priorat. Côte-du-Rhône. Ah, si, l'appellation la plus étendue de France, vieillit un peu, qui goûte comme un Bordeaux. C'est typique d'un Côte-du-Rhône. Ouais. Je vais pas couper ça au montage, comme ça ils pourront entendre les gens à quel point tu es d'une traîtrise. T'as la défaite mauvaise. Non, voilà j'ai pas la défaite mauvaise. Si... Je me suis beaucoup amusé et c'est le principal. Ça, c'est vraiment le principal.